Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Aubourg, un créatif discret mais très actif, passé par la com, la cuisine, la télé et bien d'autres mondes. On a parlé de parcours pro, de syndrome de l'imposteur, de famille, de bouffe et de ce que ça fait de chercher sa place quand on aime trop de choses à la fois. Bonne écoute. Salut Baptiste. Salut Vanda. Comment tu vas ? Plutôt bien, ouais. Bienvenue. Du coup, si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'on se connaît depuis 3 ans, je dirais, maintenant, que tu es très discret, alors que tu es très prolifique. Tu es touche à tout, curieux, créatif. Enfin, j'ai encore plein d'adjectifs en fait qui viennent, mais ça pourrait durer 2 heures, donc on va s'arrêter là. T'as bossé avec des grands noms qu'on connaît. T'as commencé, on va reparcourir ton expérience, mais t'as été avec Cyril Lignac, si je me trompe pas, Chef Club, Top Chef depuis quelques années. Tous ces noms qu'on connaît. Et puis t'es parti vivre dans le sud, donc je suis en train de tout spoiler, mais ça m'intéressait justement de t'accueillir pour savoir comment t'en étais arrivé là. Est-ce que ça te tente de nous raconter tout ça ? Ouais, explorons un exercice que je n'ai jamais trop fait. C'est intéressant, ouais. Pour moi, je suis un bon vieux produit de la branche syndrome de l'imposteur, je pense. Hein. Donc, on est très nombreux. Ouais. Non, mais je fais avec grand plaisir. Ouais. Explorons ma douce vie. Tu vas voir, c'est presque thérapeutique. Avec plaisir. Du coup, j'aime bien commencer par le début. Vraiment le tout début de ta naissance à tes 10 ans à peu près. Qui était le petit Baptiste ? Dans quel environnement t'as grandi ? Qu'est-ce que t'aimais ? Comment tu étais ? Qui étais-tu, Baptiste ? Waouh. Non, mais disons que j'ai grandi. J'aurais aimé dire que j'ai grandi dans une casserole ou dans une russe ou dans un. Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi t'aurais aimé dire ça ? Parce que ça donne une légitimité ? Clairement, tu sais, c'est le truc. Non, mais c'est le truc de se dire, tiens, par quel biais je peux me raccrocher à ce que je vois aujourd'hui, tu vois. Oui, mais pourtant, tout cela aussi, ils ont des syndromes de l'imposteur, d'illégitimité. J'ai commencé en disant que j'avais ce bon vieux syndrome, mais j'y travaille. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis assez clair avec tout ça. Mais je suis né à Limoges, donc la ville la moins touristique de France. Néanmoins, c'est là que j'y suis né, avec des parents, effectivement, qui ne sont pas du tout du sérail. Une maman assistante sociale et un papa kiné-ostéo. Je voulais effectivement faire comme mon papa, faire du bien aux autres et puis apprendre à manipuler. Ça me fascinait, tu vois, cette histoire d'ostéopathie qui à l'époque était vue comme les guérisseurs. Ouais, c'était balbutiant à l'époque, non ? Parce que c'était il y a 40 ans à peu près. Hein. C'était l'enfer. Mon père venait à Paris pour donner des cours et j'ai vu un peu l'évolution du truc et notamment ce qu'il adorait faire, lui, c'était traiter les bébés sortis du fond de la mer et apprendre à remodeler le crâne et tout. Je passais ma vie, mes après-midi au cabinet de mon père quand j'avais fini l'école et j'entendais les enfants crier pour régler des problèmes d'hyperactivité. Ils compressaient le sternum pour que l'enfant se déploie. Incroyable. Donc, j'ai grandi dans une espèce de milieu médical. Mon père travaillait à 2 minutes à pied de son cabinet. Donc, petite vie paisible de province à Limoges. T'avais des frères et sœurs ? Ouais, 2 frères, 2 grands frères. Donc, le petit dernier, né par césarienne. Je l'ai appris, je crois, à 18 ans, je crois. Je m'étais jamais posé la question, ma mère me l'a jamais dit. Et ce qui parfois explique certains trucs sur certains terrains émotifs et autres. Ouais, c'est clair. Mais ouais, 2 frères, on est 3 modèles un peu différents. On a grandi, donc j'ai 5 et 9 ans de différence avec mes 2 autres frères. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, l'un vit à Annecy, l'autre à Bordeaux. Et ouais, on a grandi, mais plutôt sereinement, tu vois, dans cette ville qui est Limoges, qui a longtemps été classée, je pense, dans le top 5 des villes les plus agréables à vivre par l'Expansion ou l'Express, je sais plus. Ah, je savais pas. Ouais, tu sais, où il fait bon vivre. L'eau à Pinel, petite brasserie, il y a des assureurs partout, je pense que c'est assez sécure et tout. En 5 minutes, t'es sur le plateau de Mille Vaches, tu sais, t'es au Grand Air et tout. Donc non, plutôt classique en vrai, tu vois, il y a un truc
assez sécurisant dans mon enfance, ma mère très présente auprès de nous, qui a même arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Donc ouais, il y avait un truc très... Ouais, et puis même tes deux parents finalement étaient dans le soin, quoi. Tournés vers l'autre. Mon père était très tourné vers le boulot, un peu une brouille de travail, aller au travail à 6h30 du mat et finir à 9h30, 10h, avoir 20 minutes de temps pour déjeuner, et il fallait que tout soit prêt. Mais avec on a tendance à idéaliser les papas, hein, je crois. Avec du recul, maintenant qu'il est plus là, j'ai mis un peu de temps à digérer le fait que ce soit pas la personne qu'on imaginait, même si je l'adore et je continue à l'adorer. Mais il avait ces trucs que j'essaie de ne pas reproduire. Donc je suis aujourd'hui un papa avec une petite fille, très, très aimant, très présent, mais vraiment, au-delà de la norme, je pense. Et qui a particulièrement envie de prendre soin de sa famille. Ouais. Donc, ouais. Mais ouais, trop bien, tu vois, Limoges, ville, tu vois, tous ces faits. Moi, Limoges, dans ma tête, c'est des halles, d'abord. C'est les halles de Limoges dans lesquelles, effectivement, j'ai accompagné mon père dans les allées des halles, qui se faisaient arrêter tous les 3 mètres par des clients, par des patients. Monsieur Aubourg, j'ai mal au dos. Faut que je vienne vous voir, monsieur Aubourg. Mon père qui conduisait, il était fan de voitures et de motos, il avait toujours des motos, mais il avait ce syndrome de jamais vouloir s'attacher, etc. Il se faisait arrêter en permanence. Mais ce truc de toujours se faire arrêter par des flics qui étaient des patients. Monsieur Aubourg, non, partez, mais monsieur Aubourg, n'oubliez pas. C'est génial. Faut boucler la ceinture, etc. Les trucs, j'ai toujours vu. C'est ces espèces de trucs de bienveillance de ville de province où, tu vois, tu connaissais tout le monde, du libraire au pharmacien, et dans une ville qui faisait la bonne vieille ville qui fait 130 000 habitants. Donc hyper sécurisant. J'ai fait du rugby de l'âge de 4 ans à 10 ans. Ensuite, je suis passé au basket, mais j'ai aussi testé le judo. Bon, qu'on soit à Paris, à Lille ou à Limoges, je pense qu'on peut se permettre ce genre de choses. Mais en tout cas, il y avait ce truc très aimant et très enrobé dans cette ville qui fait que j'ai l'impression d'avoir vécu une enfance plutôt sereine, quoi. Et à l'école, comment ça se passait ? L'école, j'ai toujours eu peur de l'école, j'ai jamais trop aimé. Alors j'ai eu, pour finir l'histoire, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma mention et tout, mais j'ai toujours été terrorisé par l'école, par la pression des devoirs, par le désir de vouloir toujours repousser les devoirs du lundi au dimanche soir le plus tard possible, parce que ça m'intéressait pas et que ça faisait pas néanmoins de moi un surdoué a priori, mais dans ce qu'on me demandait. Mais en tous les cas, j'étais pas très à l'aise. Je préférais tu vois, tout ce qu'il y avait à côté, quoi. Mais, le sport, etc., je trouve ça génial. Inviter les potes et tout, tu vois. Mais en tant que tel, l'école moyen, je suis passé par des écoles où mes 2 frères étaient déjà passés. Il y avait une réputation qui les précédait. Ouais, tu vois, mais pas turbulent, mais je crois qu'on est tombé face à un peu des tarés. Il y a eu 2-3 profs qui étaient un peu folles, dont une qui a fini en hôpital psychiatrique. Ouais. Ah ouais, que mon père est bien allé voir et l'a fait fuir en courant. Ouais. Madame Boulouard. Mais ce qui fait quand même un petit trauma qui m'a poussé même à aller voir je sais plus, un médecin de quelconque spécialité, mais j'avais des problèmes de langage. Et, à cause d'elle, du coup. Et problème d'écriture aussi, j'écrivais très très gros, très grand. J'ai tellement été matraqué par cette nana que je me suis mis à écrire tout petit, microscopique, pas de mouche. Et en fait, il y avait un truc qui déconnait, quoi. Et j'étais pas bien. Tu sais, c'est le d'expérience où t'es en classe et au bourg, vous êtes coiffé avec un pétard ce matin, et tous les enfants qui se retournent en disant c'est le truc un peu. J'ai pas trop de notion de temps, mais je crois que ça a duré suffisamment de temps pour que ça m'emmerde vraiment profondément. Et du coup, en fait, je crois que ça a pas aidé sur le fait que je me sente bien à l'école. Mais j'en ai jamais fait, tu vois, jamais été ce turbulent. Mais pas forcément, moi je papillonnais, j'étais pas forcément concentré. Néanmoins, j'avais pas beaucoup de facilité, mais ce qui m'a permis d'aller plutôt de manière anonyme jusqu'au bac. Et avoir ma petite mention avec mon 20/20 en sport qui m'a bien aidé. Ah ouais, donc t'étais vraiment très sportif. Ouais, j'étais famille de sportifs, ouais. Mon grand frère, rugbyman, athlète de haut niveau, etc. Ouais. Donc il m'a un peu, depuis j'ai pris
quelques kilos que je compte en années. C'est le On le rapport fait à peu tous. près, il y a 20 ans, 20 kilos, je pense. Est-ce que c'était tes modèles, tes frères, quand Ouais, t'étais clairement. petit? Ouais. J'ai un grand frère qui était qui a fait de la radio, qui travaillait dans les médias, qui a fait de l'antenne aussi. Ah, mais je savais pas. Ouais, qui était super et tout, qui a construit beaucoup de programmes télé, des trucs qu'on connaît tous de nos générations comme Secret Story. Il a produit ses émissions et tout, ouais. Assez marrant. Donc quelqu'un qui avait l'art du divertissement, il me mettait en scène gamin dans ses spectacles de marionnettes. Le premier spectacle de télé-réalité, finalement, c'était avec toi. Ah ouais, au parc, au Square des Ameilleurs, à Limoges, il me mettait en scène, quoi. C'était assez gênant. Et l'autre, Antoine, c'était un peu plus le casse-cou avec qui je faisais du rugby. Que j'ai suivi une bonne partie de mon enfance, les mercredis après-midi au rugby, et j'allais le voir en match le samedi, tu sais. Et puis ouais, un peu partagé entre les deux. Donc t'avais un mec un peu plus rentre dedans, rugby, un peu sport, et l'autre qui était plus déjà dans l'art du divertissement, très jeune, un littéraire. Et moi je suis vraiment pile au milieu, quoi. Tu vois, c'est entre assez facile. Aujourd'hui je regarde plus le sport que je n'en fais, malheureusement. Quoique je suis inscrit à un triathlon pour dans 2 mois, tu vois. Et Julien qui avait un peu qui a ce côté encore aujourd'hui, l'art de raconter les choses, mais avec ce côté littéraire que moi je n'ai pas. Je suis pas un lecteur, tu vois. Je n'arrive pas à lire. Je ne me concentre pas quand je lis. J'ai toujours tendance à commencer le livre et à directement vouloir aller à la fin. L'impatience de connaître la fin du livre. Ouais. Et puis tu sais, toujours, je réfléchis trop, quoi. J'ai trop de. Et donc donc tu vois, 3 frères, des cousins, tranquille, quoi, la petite famille au bourg, sympa avec son break, voilà, on va au hall, on mange des trucs cool, le rôti du dimanche, voilà, la grande classique, quoi, tu vois. La bouffe était importante déjà dans votre famille? Ouais, je pense, hein, tu vois, cette espèce de... Je plaisantais à moitié quand je disais que j'avais du mal à relier les wagons concernant la bouffe, mais... je pense que mon père, tout est relié à la famille, et moi je dis souvent que la bouffe c'est un prétexte à autre chose. Et dans des sens très positifs comme négatifs, mon père est un peu décédé de tout ça, en fait, un cancer du côlon, qui est un peu des choses qu'on a du mal à digérer, quoi. Ouais. Donc, dans son cas, je pense que c'était autre chose, mais que de la bouffe. Et ma mère est sortie d'un cancer du côlon il y a moins de 6 mois, là, tu vois. Donc ce qui fait de nous, de manière assez scientifique, des enfants propices à avoir le cancer du côlon. Donc j'en suis déjà à quelques coloscopies. Quelques coloscopies, ouais. Dont une qui était assez humiliante, parce que je l'ai faite à la clinique du Louvre à Paris, et ma nana pouvait pas venir me chercher, et c'est ma mère qui est venue me chercher. Tu sais, post-anesthésie, l'horreur. Je me suis réveillé, et il y a ma mère qui m'attendait à 30 et quelques années. Maman elle était très heureuse de me voir, hein, on a passé l'après-midi ensemble. Et moi, bah oui, elle retrouve son fiston. Un peu endormie, tu sais, elle est bouffer des Mont Blanc chez Christophe Godard, là. Mais un petit côté mignon, ouais. Mais écoute, je sais plus de quoi on parlait là. De l'importance de la bouffe dans la famille. Ouais, l'importance de la bouffe, ouais. Je pense que tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est le fantasme qu'on a autour des plats de grands-parents qui sont, in fine, si on prenait de manière très très analytique, qui ont plein de fautes. Genre le saumon à la nette de ma grand-mère, je pense que il est pas mangeable, mais je crois qu'il a aucun intérêt, tu vois. Je pense qu'à l'époque, elle devait utiliser du saumon, tu vois, limite congelé et tout. Mais je voyais ça comme un moment extraordinaire qui correspondait souvent à la sortie de l'école, donc pour moi qui était une espèce de délivrance. Et je pense que ouais, il y avait un espèce de truc très très profond, rattaché au parfum Chalimard de ma grand-mère. C'est un espèce de truc que je sens encore aujourd'hui, tu vois. Donc ça a toujours fait partie, mais le cérémonial a toujours fait partie. Plus que techniquement, je pourrais pas te dire que ça bouffait de la poularde de vin jaune toutes les semaines, quoi. Il n'y a pas cette histoire. Vous alliez au resto ou pas? Ouais, beaucoup de restos, ouais. Tiens, ouais, je me pose la question. Ouais, beaucoup de restos. Mon père était quand même pas mal ami avec les chefs, restaurateurs. Et on allait pas mal au restaurant. Ma mère cuisine. Attends, mais j'ai des souvenirs de la terrine de Lot, de joues de Lot au poivre vert de ma mère qui était extraordinaire. Il y a une terrine de légumes que je fais encore aujourd'hui, mais qui est absolument lunaire. C'est une terrine de légumes
aux œufs, donc avec des tranches de légumes, tu vois, de mini-légumes qui sont assez beaux à la tranche, tu vois. Et cette vinaigrette qu'elle faisait assez classique, mais mélangée avec une concassée de tomates, un truc un peu relevé, des trucs, je sais que c'est elle qui l'imaginait, ça. Mais elle avait des éclairs de génie, tu vois, en cuisine. C'est dingue. Et j'en ai parlé récemment avec elle, en disant que il y a un truc c'est le genre de truc qui me fait un peu la peine, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, ma mère elle est complètement paumée en cuisine, tu vois, et qu'en fait, je l'ai complètement, ça fait bien idéalisé. Ah ouais, et tu sais que quand elle fait son max, ça va être du poulet, je sais pas, les poulets à la crème, et en fait, après, je suis complètement mindfucké, mais t'as envie de dire, pousse la coloration, un petit peu des glaces, elle a jamais fait ça, tu vois, et je me dis, putain, en fait, à l'époque, j'idéalisais ce truc-là, je trouvais ça génial, je mangeais, tu vois, mais en fait, techniquement, c'était pas là. Donc, mais c'est ce truc, un peu cette déformation après coup, tu vois. Je me dis, putain, mais donc ça veut bien dire que déjà à l'époque, moi, ce que j'aimais dans ces moments, dans cette cuisine, j'ai toujours habité dans des maisons où la cuisine débordait sur la salle à manger et qu'il y avait une pièce pour manger, tu vois, dans la cuisine. C'était cette table en bois là qui était dans la cuisine, sur le carrelage de la cuisine, entourée de plaques émaillées que mon père récupérait dans les fermetures de bar. Ah là là, on y est là. Mon père était famille d'antiquaires, donc il faisait toutes les fermetures de bar et récupérait toutes ces plaques émaillées banania, incroyables. Et on avait une sacrée collection. Et un jour, il en a tellement eu marre, mon père, qu'il a tout vendu. Il a tout vendu pour d'un coup. Ouais, pour 400 balles ou 400 francs à l'époque. Il y a un mec qui est venu qui a tout récupéré, mais il y en avait pour, je sais pas, une fortune. On en parlait, on a déjà parlé ensemble, mais c'est sans concession. C'est des gens qui gardent, et d'un seul coup, il faut que ça parte d'un seul coup. Mais ça se fait pas de manière progressive. Donc, ça s'est fait comme ça un jour. Ce garage qui était un peu l'image de la vie de mon père, un peu, t'es bordélique partout, t'es hyper inspirante. Et le jour au lendemain, tu ouvres le portail et plus rien. Et elle fait, ok, papa, il s'est passé quoi là Il t'expliquait à moitié les trucs et tout. Donc, un mec absolument génial, mon père. Mes potes idolâtraient, je sais pas si c'est le terme, mais avaient un respect profond pour mon père, parce que c'était un mec qui parlait peu, qui a un peu cette intonation que j'ai, tu sais, de monocorde, toujours posé. Et quand il parlait, c'était pas pour rien dire, et donc hyper inspirant pour beaucoup. Mais avec ses défauts qui sont de ce côté patriarche, mais qui vient de son père aussi, militaire et tout, qui est un truc. Ce qui fait que c'était un joyeux bordel, mon père, c'est que il a fui un modèle de son père qui était très militaire, très dur, à vouloir. Il est allé jusqu'à Kaboul en 2 chevaux. Ah ouais. C'est toujours été un espèce d'aventurier. Mon frère Antoine, qui vit à Annecy, reprend un peu le modèle. Il fait de l'ultra trail, mon frère, tu sais. Je vois très bien. C'est de la torture. Il est patron de l'UTMB, tu sais, cette course, l'ultra trail du Mont Blanc. Et en fait, mon frère, c'est un aventurier. Il part faire ces courses-là. Il part dans le désert faire le marathon des sables. Il a fait la diagonale des fous l'année dernière. En plus, il le fait à très très bon niveau, quoi. Donc en fait, on a tous récupéré quelque chose de mon père, un peu des sensibilités, des excentricités, des choses un peu extrêmes, quoi. Et on les retranscrit à notre manière aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui vient de notre père, c'est une vraie force. Et de ma mère, c'est côté, tu verras jamais quelqu'un d'aussi... tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est des gens auprès de qui fait du bien aux gens qui vont mal. Tu vois, peut-être c'est des... Bon, assistante sociale, c'est des métiers où tu donnes beaucoup pour peu recevoir. Elle s'est occupée de trucs fous comme les bébés parloirs, c'est les enfants qui naissent en prison. Ah là là. Au Baumette, donc c'est pas rien, à Marseille. Ah ouais. Donc elle s'est retrouvée dans des situations, ma mère, à être limite protégée par la mafia et par la pègre, parce qu'elle s'occupait de gens qui étaient eux-mêmes... Et comment ça se fait, qu'elle était au Baumette, si vous étiez à Limoges? Mes parents ont divorcé. Okay. Divorcé à l'époque à Limoges. T'avais quel âge? 18 ans. Gros bébé qui voit ses parents divorcer. Non, mais tu sais, on dit souvent que le couple explose quand le dernier s'apprête à partir. Bon, c'était clairement le cas, tu vois. Et sur la fin, c'était un film d'Almodovar, quoi. C'était l'enfer, quoi. Franchement, on ne savait plus y créer. Ça pète dans tous les sens et tout, ça s'engueule. Donc ça a un peu clashé comme 1 milliard de couples. Et donc ma mère a décidé à un moment donné de partir dans le sud, à La Ciotat.
superbe maison, trop sympa avec la vue sur la baie, là, trop sympa. Et puis, elle a trouvé du travail. En fait, je pense qu'elle s'est retrouvée là-bas parce qu'elle s'est fait muter au conseil général. Et en fait, elle s'est retrouvée, elle avait un certain âge. Ma mère, elle s'est arrêtée pour s'occuper de moi, de nous. Et en fait, elle a repris des études d'assistante sociale à 42 ans. Ah ouais. Ultra fort, quoi. Et donc, en fait, avant, elle avait une autre carrière plus classique, elle était hôtesse de l'air, etc. Et en fait, elle a repris ces études comme une sorte de thérapie aussi, suite à des histoires perso. Et avec le besoin de sauver les gens, tu vois. Et notamment la petite enfance, les jeunes. Et donc, elle s'est retrouvée dans le sud, où, tu sais, dans ces comme les profs, tu vois, il y a souvent beaucoup de jeunes assistantes sociales ou des jeunes dans ces professions-là, d'ailleurs, qu'ils soient mecs ou femmes. Et en fait, elle est arrivée avec un bagage 47 ans, 49 ans, tu vois, savoir comment parler à ces cas un peu particuliers. Donc, en fait, elle s'est retrouvée rapidement dans des trucs un peu ardos, quoi. Et donc au Baumette, à devoir parler à ces gens qui, d'un seul coup, quand tu leur parles de leur enfant ou de leur futur enfant ou de leur famille, deviennent un être humain à peu près irréprochable, tu vois. Ouais. À côté de quoi, oui, c'était des meurtriers, des vendeurs de drogue, etc. Donc voilà, des genres de métiers que tu prends beaucoup sur toi. Et ouais, non, néanmoins, c'est pour ça qu'elle a la peau dure, quoi. Et puis des choses un peu perso qui font que, ouais, elle a toujours été un peu maman feuge, trop mignonne. Je l'appelle encore vachement ma mère. C'est un truc, une relation. En plus, elle est restée à Limoges. Nous, on est dans le sud, effectivement, maintenant. Et on a moins l'occasion de se voir, donc ça se fait beaucoup par des FaceTime et tout, quoi. Ouais. Donc je lui file cycliquement mes iPhones, tu vois, dès que je décide d'en changer de tire-maman pour garder une espèce d'update de la qualité de l'image, pour qu'on puisse se voir quand même proprement, quoi. Que ce soit pas juste 4 pixels qui s'enchaînent. Et donc voilà, ouais. Donc ouais, Limoges, vie de famille plutôt cool, plutôt aisée, plutôt... Ouais, pas de restrictions. Mon père, moi je suivais mon père, il faisait de la course automobile, donc je le suivais tous les 2 week-ends. C'était ma petite dose de liberté, ça je le suivais dans les paddocks, à Montlhéry, à Paul Ricard. Ouais, génial. Ouais, il faisait de la course auto sur des mini. T'en as fait toi de la course ? Moi j'ai fait du kart. Ok. Ouais, du kart, ouais. En compétition ou... J'aurais pu, mais pareil, je suis pas allé jusqu'au bout, quoi. C'est un peu l'histoire de ma vie, c'est quand potentiellement je pouvais basculer, ça m'a plus intéressé. Mais est-ce que t'aimes la compétition ? Non, je m'y sens pas très bien. Moi, la compétition qui me met le plus mal à l'aise, c'est les blind tests. Je panique et de toute façon, je me souviens pas des paroles et des titres des chansons. Donc, moi, c'est je frise, quoi, sur le moment. C'est des pressions dont j'ai pas le droit. Moi, pire cauchemar. Si je pouvais jouer au poker avec des feuilles de bananier ou des grains de riz, je le ferais avec grand plaisir, tu vois. J'ai pas de problème ni avec le fric ni avec l'enjeu. C'est pas ça. Mais je sais pas, ça m'intéresse pas. Je trouve ça dur, en fait, la compétition. C'est dur, tu vois. Mais chacun ses traumas. Ouais, tu vois, ça m'intéresse pas. Après, je déteste perdre. Je suis bon dans plein de trucs et je supporterai pas perdre. Ah, t'es mauvais perdant. Ouais, je l'ai mauvaise, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça, tu vois. Par anticipation de potentiel. Ouais, tu vois. Que mieux vaut pas. Grand méli-mélo de plein de trucs, mais tu vois, je préfère ne pas être déçu, tu vois. Mais ouais. Voilà. Et du coup, après justement le bac, est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? Ouais, en fait, rétrospectivement, ouais. Mon frère, j'ai un grand frère qui fait droit, puis droit audiovisuel. Mon frère qui fait STOPS, évidemment, bon vieux STOPS. Déjà gros niveau, présélection équipe de France en rugby et tout, mais chaud, quoi. Et moi, je m'approche du bac, je sens que je vais l'avoir, tu vois, y a pas de sujet. Mais j'ai mes écoles de commerce, j'ai mon IUT Tech Deco comme tous mes potes, et j'ai la curieuse idée de faire une année de mise à niveau pour rentrer dans un BTS hôtellerie-restauration. Ah ouais, mais comment ça vient, ça ? Je sais pas. Franchement, je sais pas, on a dû me mettre sous cryo pendant 2 ans. Là, je sais pas, mon cerveau a frisé. Je sais pas du tout pourquoi j'ai décidé ça. Je crois qu'à l'époque, la porte d'entrée, c'est l'hôtellerie. Je pense que j'aimais bien. Tu vois, j'ai eu un peu la chance de voyager gamin.
Mes parents m'emmenant, on était allés 2 fois aux États-Unis. On dormait pas non plus dans les grands hôtels, les palaces, tu vois, mais tu vois, j'étais sensible à ça, à la découverte, la curiosité, effectivement. Et tu vois, le dimanche soir, je regardais plus Zone Interdite que Urgence. Ok. Je sais pas, il y a toujours eu ce truc de fasciné par le mec qui avait lancé les croissants à Las Vegas et qui était devenu riche, au gars qui ouvrait un hôtel paradisiaque aux Seychelles. Et je sais pas, j'étais fasciné par la notion de service, je sais pas, en tous les cas. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de... put your hands on, quoi, tu vois. J'ai fait suffisamment de théorie, on parle du lycée, hein, si tu veux. Et je pense qu'au fond, j'aurais dû faire un parcours pro, tu vois, si vraiment j'avais voulu être ce mec un peu mécanique, quoi. Et non, au final, je l'ai fait sur cette filière-là, qui est quand même bien faite, quoi. Cette année de mise à niveau où, en gros, en 1 an, on t'apprend tout ce que t'as pas appris en 3 ans de filière techno ou pro. Et à ce moment-là, est-ce que tes parents sont contents que tu fasses ça ou Ouais, non, mais j'ai eu une chance folle, et c'est que j'ai des parents qui m'ont accompagné, tu vois, milité pour que leurs enfants fassent ce qu'ils veulent. J'ai un grand frère qui est gay, tu vois, qui a eu bref, c'est des acceptations. Une acceptation, c'est un cas d'école, tu vois. C'est mon grand frère gay, ville de province, tu vois, des trucs. Ou avec un père qui acceptait pas au début le truc. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que mon fils soit gay? Ah oui, il y a quand même... qui avec le temps et très rapidement s'est relevé de ça et a fini par foutre une droite à un de ses potes qui a osé même pas parler de mon frère comme se moquer de mon frère en tant que gay, juste un gay lambda. Tu vois, ce genre de truc, toi. Et donc ne parlons même pas de choix des études, tu vois. Si j'avais voulu faire totalement autre chose, étudier les bigorneaux en Alaska, je pense que ça aurait été accueilli avec grand plaisir. Néanmoins, on parlait quand même d'un truc assez concret, hein, qui est l'hôtellerie-restauration, qui te forme au métier de l'hôtel et du restaurant. Néanmoins, j'étais plus attiré par le biais de l'hôtel, de la clé. Et donc, j'ai fait cette année de mise à niveau. Je me suis retrouvé avec des profils hyper variés, genre qui venaient de LEA, de filières de reconversion. C'était incroyable. Tu te retrouves avec une espèce de Avengers de la reconversion. Tu vois, génial. De la jeune reconversion, parce qu'on parle, on a 18 ans, quoi. Pour certains, d'autres avaient 27 ans, des gens qui viennent des DOM. C'est incroyable, une promo avec des gens qui aussi venaient de bac techno aussi. Donc, tu avais des gens qui avaient déjà été formés un peu en théorie au métier. Donc, en fait, tu as une espèce d'hétérogénéité de niveau qui est assez cool. C'était à Limoges ? Ouais, c'était à Limoges. Et au lycée Jean Monnet. Et en fait, je me retrouve là-dedans, je m'y plais fort. Très rapidement, en fait, il est question de faire des stages. Donc, pendant cette année, tu apprends à dresser un lit en portefeuille, à couper du brie, à apprendre les 95 à l'époque cépages français de vin. Ah ouais. À faire de la mercatique, donc marketing. Ça s'appelait mercatique ? Ouais, mercatique, ouais, c'était mercatique, ouais, c'était mercatique, ouais. Et à faire des TP de cuisine et tout, quoi. Génial. Avec, tu vois, avec la tenue, le premier truc où tu achètes une mallette à couteau avec tous ces essentiels, les tours de cou, la toque, incroyable. Et donc t'avais plus la boule au ventre quand t'allais à l'école ? Non, j'étais trop content, vraiment. J'avais mon permis, j'y allais. Je me garais, j'étais trop fier. J'étais à l'aise, j'étais bon. J'ai fini major de ce truc-là. Ah ouais. Oui, t'étais vraiment aligné. Ultra aligné. Néanmoins, en cuisine, j'étais pas le meilleur à l'époque, mais je m'y sentais bien. J'étais plus ce côté salle, tu vois. Je présentais bien, c'était marrant. Et je fais mes stages. À l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait mon stage de mise à niveau. J'ai fait au Lutetia à Paris. Ah ouais. Parce qu'on avait fait une visite pendant le cours de l'année et on avait visité l'hôtel. J'avais adoré la suite Armand là, avec les compressions et tout. J'ai adoré et pour moi c'était Paris. Waouh. J'étais pas mal monté parce que mon frère y habitait, donc j'y allais cycliquement pour des trucs et d'autres, tu vois, les premières sorties avec mon frère et tout, mais donc je revenais là, un peu indépendant, avec la classe, tu sais, on était avec mon propre vision du truc, et en fait, il fallait lever la main à la fin de l'année, qui veut intégrer l'UTCA, on était plusieurs, et finalement j'étais choisi. Et donc ce stage de mise à niveau qui est assez génial, et moi j'en parle. Je prends du temps parce que pour moi c'est ce que devrait être aussi, d'après moi c'est ce que réclament la génération alpha, les tout jeunes là, qui viennent sur le marché du travail, c'est goûter à plein de choses en peu de temps et assumer le fait que en fait
une expérience, c'est cool quand on goûte à plein de choses, mais sur les temps les plus hype, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu t'épuises au travail, quoi. Et en l'occurrence, sur ce stage de 4 mois, j'ai fait 1 mois de service brasserie, 1 mois de service gastro, 1 mois de cuisine brasserie, 1 mois de cuisine gastro. J'ai vu, c'est génial, une espèce de rotation. J'étais à la table du Paris, là, où t'avais tous les sénateurs qui venaient le matin. Cette espèce de truc un peu rêvé du serveur avec qui sympathise le sénateur et qui dans les discussions, c'est un truc marrant. Brasserie, je me suis retrouvé avec... c'était l'été de la canicule. Ah ouais. Je me suis retrouvé... 2003. 2003, ouais. Je crois. Hein. Ouais, ça. Je me suis retrouvé à la brasserie à jamais faire autant d'argent qu'en tips, parce que c'était fréquenté par les Américains, et on avait nos carrés, nos propres carrés. Je suis tombé sur un mec, je me souviendrai jamais de son nom, mais si je le recroise un jour, je lui ferai un bon hug, parce que un mec génial qui m'a... Et ça, pour moi, c'est ce à quoi devrait ressembler un manager aussi. Aujourd'hui, c'est le mec qui m'a lancé dans le rang et qui m'a dit, écoute, tu vas faire des conneries, mais assume-les dès maintenant. Si t'as besoin de moi, je te dirai. Mais si tu découpes mal ta seule meunière, ça fait rien, t'apprendras, quoi. Le mec, Et donc les tips, chaque fin de service, il est partagé. Donc je faisais, tu vois, mais je pense 60 € de tips par jour. Ah ouais. Ouais, du Tessia. Et j'avais... il y avait Carole Bouquet, Richard Bohringer, Depardieu qui venait. Bon, c'est... Ouais. Ouais, c'est génial, tu es à 19 ans en stage. C'est la grande vie. Je raccompagnais Bohringer souvent un peu éméché devant chez lui, qui habitait rue d'Assas ou à côté, devant. Incroyable. Incroyable, j'habitais dans une chambre de bonne, rue Gay-Lussac, où il faisait 68 degrés, mais c'était vraiment ratatouille. En plus, avec la canicule, tu m'étonnes. C'était l'enfer. C'était l'enfer, je faisais, je pense, 12 kilos. Et ouais, trop marrant. Et c'est vraiment une expérience assez folle, qui a conforté le fait que j'aime bien l'hôtellerie. J'ai continué. Putain, que j'ai fait. Ah oui, je suis parti au Maroc pour mon deuxième stage dans un riad génial. à Fès. Riad Mabrouka. J'étais assistant de direction. Je suis parti là-bas, genre tout seul. J'habitais dans la Médina de Fès, qui est quand même une grosse médina, et j'étais vraiment dans un dar qui appartenait au propriétaire du riad. Dans un dar ? Dans un dar, ouais. Dar, dar, ça veut dire maison en arabe, okay. Et riad, c'est jardin. Donc en gros, souvent les riads, ils sont accolés à un jardin. Ah, ok. Et le dar, c'est souvent replié sur soi, et donc avec le patio central. Et j'ai vécu 4 mois dans ce dar, dans la Médina, avec ma vie tout seul. Je vivais avec des cafards et la Médina, et le matin et le soir, j'étais dans cette vie-là, hyper effervescente, à acheter mon bouquet de Narnia, là, de menthe, que je ramenais au riad. Et en fait, j'étais assistant de direction, donc j'ai passé 4 mois incroyables avec ce mec qui s'appelle Michel Trézy, qui était un directeur F&B de Disney World aux États-Unis pendant très longtemps, et qui avait ouvert ce riad. Ah ouais. Et qui était un espèce d'aventurier aussi. Et en fait, j'ai connu... Alors à l'époque, ça paraît complètement débile de raconter ça aujourd'hui, mais c'était pas évident d'aller dans l'espèce de forme d'hôtellerie très personnelle. Parce que tu sais, le riad, c'est quand même... c'est assez intrusif, un riad, parce que tu as quelques chambres, mais les portes sont ajourées, tu entends tout dans un riad, quoi. Et c'était déjà cette forme d'hôtellerie où... Je me rappelle, il y avait les Hollandais qui consommaient ça. C'était très arty. En plus, Fès, c'est très sacré comme ville. C'était assez particulier, et j'ai vécu tout de galère du Maroc à... j'ai chopé un zona là-bas. Tous les matins, il y avait une maman qui me mettait une piqûre dans les fesses. Un zona monstrueux, j'en ai gardé des trucs, des stigmates. Ah ouais. Ouais, marrant. Donc ça, et puis après, donc j'ai continué mon truc. J'ai fait un magistère de tourisme derrière à Angers. Donc pareil, je pouvais entrer dans les Vatel. Vatel, il suffit de payer, mais en gros, je voulais continuer sur l'université parce que je voulais pousser le côté recherche. Et je suis arrivé à Angers, à l'Estua. Et pareil, retrouver d'autres profils. J'ai rencontré mon meilleur pote. Et au final, je continue dans l'hôtellerie. J'ai fait un stage au Plaza Athénée en communication avec Isabelle Morin, là, la déesse, la papesse de la communication de Palace. Là. C'était génial. J'étais son premier stagiaire mec dans un bureau de com qui était très, très féminin et très RP. Comment elle s'appelle cette école de RP parisienne là, les FAP. Oui. Ouais, très FAP, quoi. Et là, d'un seul coup, j'étais ce petit mec là où
C'était marrant. Le stage communication externe, donc c'était vraiment accueillir les VIP. C'est canon. C'était l'époque du CAS. C'était Michalak aussi. C'était l'année quand Michalak était champion du monde. Ah ouais. Donc c'était vraiment génial. je descendais, il y avait Michalak, je voyais, quand je le recroise de temps en temps, je lui rappelle le truc, c'était rigolo. C'est la grande époque, là. C'était la première fois que une marque avait décidé d'élever au rang de joaillerie un peu une pâtisserie. Et concrètement, dans la galerie des Gobelins, tu avais les parures Dior, autres. Et tu avais à l'époque cette religieuse à la fraise. Au caramel. Fraise. Tu vois, religieuse à la fraise, tous ces trucs-là qui étaient encapsulés dans ces vitrines. Et c'était le début de ça, de waouh, putain, ouais, c'est malin. Hein. Ouais, et là, c'est passé d'abord par la personnification via la pâtisserie en elle-même, et après on a commencé à mettre le mec en avant, quoi. Il y a encore Michalak, on entendait parler de lui, mais ouais. Il n'était pas passé à la télé déjà Pas trop, c'est venu par la suite. Mais d'abord c'est marrant parce que c'est venu par le produit, mais pas par l'homme. Mais ensuite si, naturellement, le mec a fait la télé, mais d'abord c'est venu par la pâtisserie. Et donc Plaza, et après... Ça t'a plu, ce stage ? Ouais, c'était marrant, alors c'était lunaire, hein, évidemment que j'ai fait du FedEx et j'ai photocopié, hein, ça c'est sûr. Je pourrais relancer éternellement le débat de vaut-il mieux faire des stages dans des grandes marques et plutôt que de faire dans des trucs un peu undercover et bien plus apprendre. Moi, j'ai fait les deux. Je pense que les deux sont nécessaires, tu vois. Ouais. Mais déjà, nous, à l'époque, tu vois, moi, j'ai toujours fait partie de cette génération qui avait envie de faire partie d'une tribu, tu sais. C'était faire partie de Danone. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent. Ils veulent être inspirés par des managers et par des intentions. Moi, j'ai choisi Plaza parce que je trouvais ça élégant. Et puis tous les matins, avenue Montaigne, je sortais Franklin Roosevelt, je remontais avenue Montaigne, je trouvais ça cool, quoi. Franchement, j'étais le petit Nicolas, quoi. J'étais ébahi. Je passais, c'est quand même fou cet endroit, quoi. Il est trop beau, quoi. Ces fleurs, ces rouges, là, ces métiers incroyables de voituriers, de mecs qui ont les meilleurs salaires de l'hôtel parce qu'ils font 10 fois plus en tips que... Ah ouais, les voituriers ? Ah, je savais pas. Ah ouais, et concierge et voiturier, ouais. Ah ouais. Les balasses comme ça, laisse tomber. Ouais. Incroyable. Les clés d'or, tu sais, les concierges clés d'or, moi, c'est des nids à histoire, c'est des gens incroyables. Et je me retrouvais toujours à la cafétéria. J'étais un peu une petite bête curieuse. Moi, je me posais avec ces gens-là et j'écoutais, je me gorgeais tous ces gens-là, et c'était assez rigolant. Et donc, Plaza, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Biblos à Saint-Tropez en RH, parce que ça me plaisait bien de voir l'aspect humain. Et j'ai fini, donc tout le cursus aux Éliés, je l'ai fini avec je suis parti 8 mois aux États-Unis, à Orlando, pour un semestre d'études vraiment cliché, genre dans un campus. On a traversé les États-Unis en voiture, c'était génial. Ah là là. Ouais, vous êtes allé à Disney World ? On était dans le campus Rosen College, était dans Disney World ? Au milieu de Epcot et de Universal Studios, etc. Ouais, et tous les gars qui étaient là, les Américains travaillaient leur job saisonnier, c'était dans les parcs, donc on avait des accès non-stop, quoi. J'ai vécu ma best life là-bas, c'était génial, quoi. C'était ouf. 6 mois hyper intenses, ouais. Je traversais les États-Unis en voiture qu'on avait acheté avec des potes. On est parti d'Orlando, on est allé jusqu'à Berkeley. On a fait la grande traversée. On est passé par Albuquerque, Roswell, des trucs pas possibles. On a dormi un soir, on était crevés, on se pose, on se gare. On se disait qu'on était proche du Grand Canyon. Et on dit, on est crevé, on se gare. Et en fait, le lendemain, on se réveille, on était vraiment genre au bord du Grand Canyon en voiture. Film. Le film. Et génial. Et non, ça, je suis assez fasciné par le gigantisme, les mégastructures, les grands espaces, etc. J'ai adoré. Et tous ces références pop qui te sautent à la gueule, que ce soit à Bâton Rouge ou à Reno, tous ces trucs, là, des souvenirs de films, les Fargo, les trucs, là, tout pète à la gueule, les références de trucs que ton père écoutait, les Dire Straits, tout saute à la gueule. Moi, j'ai été hyper hypé par ça. Et j'espère le refaire avec ma fille aussi et ma femme dans le futur, parce que je trouve que c'est assez incroyable, les États-Unis. Ah non, mais c'est clair. En France et en Europe, c'est ouf, en vrai. Mais les États-Unis, pour ça, putain. C'est cassure-net qui est entre le Texas et la Nouvelle-Orléans. Le Grand Canyon, Monument Valley et Los Angeles. Ouais, non, mais on est baigné d'images depuis toujours. Incroyable, incroyable. Et
Donc j'étais parti à Orlando et je suis revenu et j'ai fini stage de fin d'études chez Accor au siège marketing à Ivry-Courcouronnes auprès des équipes marketing de marques comme putain, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça parce que ça intéresse personne, je pense. All Seasons, mais si, moi ça m'intéresse. Non, mais tu vois, des marques genre All Seasons que ouais, tu te souviens de non, M Gallery, oui. M Gallery. Et bref, c'était du marketing et c'était assez intéressant parce que c'était avec les forces vives là-haut chez Accor. Très cool, mais encore une fois, j'étais vraiment pure player à hôtellerie, tu vois. Et j'aimais la bouffe, mais c'était un prétexte, quoi, tu vois. Et ça, et en parallèle, je suis poussé, je deviens major de promo de mon école aussi, mon université. J'ai 20 sur 20 en mémoire avec mon meilleur pote, sur des thématiques un peu marrantes qui étaient le restaurant éphémère, le restaurant de Virmedia. C'était un truc hyper avant-gardiste. On avait rencontré les gens de chez Colette qui étaient le water bar en dessous. Ouais. On avait tout un délire autour du restaurant, pouvait être modulable et pouvait devenir le 6e média, c'est-à-dire qu'une marque, mais en fait aujourd'hui oui c'est le cas de. Ouais, c'est clair. Ouais, tu vois. Et donc à l'époque Parce que là on était quoi, il y a 15 ans? Ouais. C'était on avait fait ça on avait fait notre soutenance au bar Lotti à Georges V, à l'ancienne quoi. Oh, le boomer. Et marrant, donc ouais, j'étais un peu dans une sorte de hype. J'avais fait le concours du meilleur étudiant d'hôtellerie de France. J'avais fini, qui était au Parc Hyatt, présenté par Nikos, Anne-Sophie Lapix et tout. J'avais fini. Je savais même pas que ça existait. C'est Hyatt qui organise ça. Et en gros, j'avais fini. Pardon, il y avait un petit scandale. J'aurais dû être premier, mais non, mais c'était l'ESSEC, la nana de l'ESSEC qui est super, qui avait fini premier. Et moi, j'avais fini 2e ex-aequo. Et en gros, le principe, c'est que j'aurais pu faire partie d'un programme Hyatt pour être envoyé aux 4 coins du monde devenir GM d'un parc Hyatt. C'était le plan, tu vois. Ça s'appelle Restaurant Leadership Programme, Hotel Leadership Programme. Je l'ai pas fait ça et finalement j'ai accepté effectivement derrière j'étais contacté, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le tournant de ma vie je pense parce que je serais aujourd'hui cette espèce de mec qui parle plus tout français ou très comme ça. On sait jamais, hein, ça se trouve t'aurais pivoté. Ouais. Ça me fait penser à un film qui s'appelle L'effet papillon avec Nicolas Cage. Ah ouais. Que j'adore, je trouve ça ouf. Ouais, ça parle pas trop avec Nicolas Cage, a pas fait que des super films. Mais c'est même pas. C'est Ashton Kutcher. Non, l'effet papillon, non, pas du tout. C'est Family Man. Ah oui, ok. Ah oui. Ouais, je vois très bien. Et si j'avais fait, voilà. Et non, là, en l'occurrence, si j'avais fait ce programme, je pense que je serais effectivement peut-être à Bali, entre un GM d'un hôtel. Mais non, effectivement, j'ai été contacté par un Xavier Paris, qui est un mec super, qui travaillait pour l'atelier des chefs à l'époque. Ah, ça existait déjà à l'époque. Ouais, avec les frères Bergerot, Nicolas et François. Nicolas que j'ai souvent par texto, parfois par téléphone, qui est mon premier employeur vraiment, que j'estime beaucoup. Et on a été, il m'a dit, écoute, on ouvre un truc à Dubaï, une école de cuisine. Par ailleurs, il avait fait la même école que moi. Il me dit, écoute, ton profil a l'air sympa. Mais je te parle de ça, c'était il m'appelle un jeudi. Le samedi matin, je vais boire un café dans leur rue de Penthièvre, dans leur siège historique. Et on se dit, ouais, ok, ça te dit, ça te tente. Moi, je fais, écoute, carrément, pourquoi pas. Je m'étais séparé de ma nana à l'époque. Et tu sortais tout juste de l'école, là? Je sortais tout juste de l'école et il me dit, je dis, ok, vas-y, go. Et 2 semaines après, je partais à Dubaï, quoi. Ah ouais? Ouais, je suis. En plus, Dubaï, c'était pas encore ce que c'est maintenant. Ah non, c'était le Dubaï un peu chien de la casse. Hein. C'était Dubaï déjà cool, mais c'était plus le Dubaï expat, les expats de chez toutes les grosses assurances ou les trucs machin, ça gagnait pas mal de fric et tout, mais c'était pas le Dubaï influenceur. Ouais. C'était plus Dubaï place financière et hub de cette zone-là. Et donc je suis resté 2 ans là-bas à développer cette marque L'Atelier des Chefs, qui était mon premier contact avec la bouffe en tant que manager de l'Atelier des Chefs. Et je suis parti avec un chef, Grégory, qui est marrant. C'est marrant, il est resté là-bas. C'est lui qui a beaucoup participé depuis à l'essor de la marque Wine and the Moon. Ah ouais. Ouais, de ouf. Et c'est lui le chef de cette marque. Il a été au tout début de l'aventure, ouais. Ah
Ah oui, parce que j'y vais beaucoup. Moi, quand j'ai arrêté le gluten, ça m'a sauvé. Génial, ouais. Franchement, la carte est cool. Ouais. Il y avait l'esprit. Ouais, franchement, c'était hyper avant-gardiste. C'est très sain et tout. Hyper sain, hyper bien. Et donc, je suis parti là-bas pendant 2 ans à développer tout, à être très opérationnel, comme faire beaucoup de relationnel pour faire connaître. Alors, évidemment que des cours de cuisine dans des pays ou des villes où il y a 80% d'expats, ça rassemble à la fois, j'ai eu tous les sujets, hein, à la fois l'Émirati qui envoie sa maid ou son maid apprendre à faire les cours de macarons. Ah ouais. Pour qu'ensuite le mec sache faire retour. J'aurais pas pensé à ça. Si, il y avait ça. C'est ouf. Il y avait l'Émirati, femme ou homme, qui venait apprendre à saisir du saumon et faire des risottos aux champignons, donc ça c'était marrant. Mais dans le même cours, t'avais le Sudaf un peu exubérant, le Français un peu fier, l'Australien un peu à la cool. Le melting pot, quoi. Incroyable. Et t'avais des événements privés par-dessus, on avait développé ça, où ça devenait un peu team building, où on travaillait avec plein de marques. Oufissime, c'était marrant, hyper intense, un jour de off par semaine, lunaire, j'avais un Blackberry, je travaillais pas quand la France travaillait, inversement. Je me suis buté, fatigué, mais plutôt cool. Et néanmoins, c'est là-bas que je le dis, et j'en suis assez fier, c'est là-bas que je suis tombé amoureux de la bouffe, quoi. Parce que, parce que je pense que là-bas, tout le monde connecte avec la bouffe, quoi, parce que c'est le seul rattachement à ses propres racines, quoi, tu vois. Je me suis beaucoup retrouvé dans des repas avec des Libanais, des fêtes avec des Iraniens, à sortir du caviar, du congèle, des trucs avec aussi les Sri Lankais, beaucoup de Philippins. Parce qu'il y avait les cuisines du monde, en fait, qui se retrouvaient là-bas. Et puis tous les niveaux, hein. Moi, je travaillais beaucoup avec les Philippins, hyper touchants, hyper sympas. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Ils snackent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de snacker. Moi, j'ai goûté des trucs pas possibles. Effectivement, cuisine un peu locale qui a du mal à se développer, puisqu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est des cuisines qui sont un peu inspirées des autres cultures. Donc, et tous les produits sont importés, c'est ça? Beaucoup sont importés, souvent. Alors, tu as des trucs, ce qui se dit aussi, c'est que tu vas manger un poisson aussi frais que celui que tu pourrais manger à Brest, parce que en fait tu as des voyages tous les incessants de Rungis, et que en vrai tu peux très bien manger à Dubaï, quoi. Alors ça n'enlève en rien le fait que je trouve ça aberrant mais moi qui aime bien les trucs gigantesques et tout, c'est vrai que c'est assez fou de voir ça, quoi. Et c'était l'année, j'ai vu l'inauguration de Burj Khalifa. Ouais, c'était qui s'appelait Burj Dubaï au début, mais qui est devenu Burj Khalifa parce que Dubaï n'avait plus assez d'argent pour la lancer, donc c'est Abu Dhabi qui a financé Dubaï. C'est ce qui se disait vachement, c'est que Dubaï c'était un peu l'exubérante, et Abu Dhabi a toujours été là où il y avait les ressources, le pétrole, le gaz, et a toujours aidé. La sage. Ouais, tu vois. Ouais, je suis parti là-bas, je suis revenu, et c'est effectivement là que j'ai travaillé je suis revenu un peu paumé de là-bas. Il y avait 2 choix, soit je revenais. Ce qui a été l'élément décisif, c'est le mariage de mon meilleur pote. J'étais témoin, et je suis revenu. Là, j'ai eu l'impression de. T'as vu Sévrance? T'as vu la série? Ouais, j'adore. Tu sais, l'espèce de sentiment de dans l'ascenseur. Je suis revenu, oh, ok, ah ouais, d'accord. Quelle est cette vie? Ouais, tu sais, genre, t'arrives à Paris, tu vois le bordel et tout. Ah oui, mais c'est ça, en fait. Je ressentais un peu l'espèce de sensation que j'ai un peu perdue là-bas. Parce que t'es un peu déconnecté à Dubaï, t'es vraiment cette vie d'expat, un peu lunaire, quoi. Donc si t'étais pas venu là pour le mariage de ton meilleur ami, je suis revenu pu rester. J'aurais pu rester, j'aurais pu repartir, j'avais des opportunités, même développer des chaînes, des chaînes de poulet frit. En fait, j'avais des opportunités dans tous les sens. Et je suis resté ouais, tu vois, je suis resté chez mon père à l'époque. Je suis revenu à Limoges, quoi. Ah ouais. Avant, j'habite à Paris. Hein, je suis à Limoges, j'étais vraiment Tanguy, quoi. Je suis revenu dans l'appartement. Mon père avait un appartement à côté de son cabinet médical, dans lequel il vivait, il était en transition. Et j'étais vraiment, waouh, qu'est-ce que je fous, quoi. Genre, tu sais, à rappeler tes vieux potes. Tu savais plus quoi faire. Ouais, on parle de 3 semaines, tu vois, 3-4, mais j'étais, waouh, à appeler tes potes, là, salut, t'es toujours là, t'habites toujours Limoges. Et donc, en fait, ça s'est assez réglé. J'avais des rendez-vous à Paris, je faisais l'aller-retour, et jusqu'à ce que je sois placé par un chasseur de tête sur une opportunité chez Cyril Lignac pour intégrer l'équipe. Il cherchait quelqu'un depuis longtemps, sur ces fameux postes qui étaient chef de projet, comme un chef de projet marketing. Tu sais, il y avait ces trucs qui traînaient à l'époque, qui étaient des espèces de postes. Chez Lignac ou en général?
En général, et chez Lignac, c'était ça. C'était chef de projet marketing. Je devais m'occuper du développement de son atelier de cuisine qui s'appelait Cuisine Attitude, et aussi plein de petites missions à côté qui étaient relatives à son image, voilà, plein de choses. Et donc, il cherchait quelqu'un depuis très longtemps. Lui voulait une femme aussi, parce qu'il avait l'habitude d'être entouré de femmes. Aude Hambourg, sa chef exécutive qui est absolument incroyable et qui était une femme. Laurence Montil, qui est sa directrice générale. Voilà. Et donc, finalement, ça a marché sur moi. J'ai travaillé 1 an pour lui. Tu te fonds bien, finalement, dans les environnements de femmes? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je suis 1000 fois plus à l'aise avec des... Ouais, peut-être une histoire de... Sans faire de raccourcis, mais une sensibilité, d'approche. Ouais, et elles sont à l'aise avec toi, ouais, comme au Plaza. Ouais. Ah ouais, mais clairement, au Plaza, c'était incroyable. Hein. Et ouais, là, tu viens de me faire rendre compte d'un truc. On débriefera la deuxième fois. Et du coup, ouais, 1 an un peu intense avec Lignac, mais tu vois, cette espèce de... C'était assez romantique comme approche, dans le sens où je me suis donné à fond... mais c'était peut-être jamais assez, ou bref, ça a duré 1 an. C'est très exigeant. Ouais. Mais c'est ce qui fait son succès aujourd'hui, je veux dire. C'était assez intéressant parce que j'ai connu l'arrivée de l'Étoile, et après aussi l'ouverture de la première pâtisserie. Ah ouais, avec Benoît Couvrant, et okay. on a fait des testings incroyables de toutes les pâtisseries, je me rappelle. Ah là là. On avait goûté toutes les pâtisseries, tous les Paris-Brest, etc. Ouais, ça c'est assez fou, j'ai passé des moments hyper intenses, hyper cool, des moments assez privilégiés à manger, à prendre des petits déj avec lui. Assez deep, ouais, assez cool. Je retiens plus ça que le reste. J'ose même pas te demander comment il est. Est-ce qu'il est comme à la télé, mais... Ouais, non, en vrai, ouais, mais tu sais, c'est marrant, c'est des... je pense que, tu sais, moi je peux pas m'empêcher, tu sais, quand j'étais gamin, je pouvais pas m'empêcher de... Quand t'avais un gars qui se faisait insulter par un autre gars de loin, moi j'avais la peine. J'avais la peine parce que je me dis non, mais arrête d'insulter. Au fond, c'est quelqu'un qui aime sa maman et tout, tu vois, c'est une espèce de truc de... Ouais. Et je me dis, et en fait, il est un peu comme ça, Lignac, il a ce côté, il vient de Rodez, c'est un mec qui était entouré d'amour et tout, qui a grandi, et en fait, ça se voit quand tu discutes avec lui, il a ce côté un peu, vraiment fondamentalement celui qu'on connaît à la télé. Et après, tout le reste, le business et tout, transforme parfois les personnes. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais effectivement, à un moment donné, ça a moins matché, je suis parti. Et je suis reparti aux États-Unis, j'ai refait un trip aux États-Unis avec un pote, on s'est bien marré, et au retour, je me rappelle plus en fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas Chef Club à ce moment-là ? Non, parce que j'ai dû bosser pour autre chose. Si, Chef Club, on va dire que c'est Chef Club, je suis revenu. Ouais, il y a eu un petit bond en avant quand même. Hein. Si, non, en fait, non, je suis revenu. Ah non, il y a eu d'autres choses entre temps. Je suis revenu, j'ai bossé pour. C'est là où j'ai commencé à bosser pour la télé. Ah. C'est au moment où j'avais booké mes tickets pour partir 1 mois aux États-Unis, on m'appelle. Non, c'était aux États-Unis qu'on m'appelle. Mon frère bossait en prod télé, donc il travaillait dans cette boîte qui s'appelait Shine. Ah, mais oui. Ouais, qui produisait plein de trucs, des docs, plein de trucs, qui avait des marques comme The Voice, Masterchef. Et mon frère produisait des trucs à l'époque, style, tu vois, genre The Island ou des conneries comme ça. et bref, comme ça se fait dans beaucoup de boîtes, il a dû tomber sur le producteur de Masterchef à Machine à Café qui dit « Ah putain, on galère en ce moment, on n'arrive pas à justifier le culinaire », tu vois, un truc comme ça, des genres de phrases qui se lancent. Et mon frère a dit « T'es con, tu devrais appeler mon frère, en plus là, il se barre de chez machin ». Et ce mec-là, Jean-Étienne Rive, qui a un perso, m'appelle en disant « Salut Baptiste, écoute... on aimerait bien que tu viennes nous aider, que tu nous dises un peu, parce qu'a priori, tu es un profil qui sait un peu raconter les choses et qui connaît la cuisine, donc un peu journaliste, un peu cuisinier pour la faire court. Et là, j'étais un peu dans cette période un peu entre deux, et j'ai fait, vas-y, ça me fait marrer. Donc je suis arrivé là, vers la porte de Saint-Cloud, là, au pied de la tour, à côté de la tour TF1, là, dans ce truc. Je suis arrivé là, dans ces univers pas possibles, là, de télé, dans boîte de prod, où ça... Putain, je crois ce truc, mais qu'est-ce que je sortais de chez Lignac où c'était assez rigide, et enfin tu vois, t'avais ta place et tes horaires et tout. Là, ça arrive, là, c'est vraiment waouh, ça va dans tous les sens, c'est Glee, quoi, tu vois, waouh, ça saute, je suis okay. Ça danse, ça chante. Ouais. Et c'est marrant, et donc je me pose, et effectivement, je me retrouve dans cet univers où on me demande clairement le cliché de, je me retrouve avec un red chef qui s'appelle Julien Crumière, là, qui est génial, qui me dit, qui me pose dans un bureau, il y a une plante verte et un paperboard, et fait ok, mais
pourquoi c'est cool l'aubergine. Je dis ok, je comprends où ils veulent en venir. Et grosso modo, mon expérience chez MasterChef, c'est ce que dans la Bible américaine ils appellent le food producer. En fait, c'est une espèce de conseil autour de la bouffe qui va aider les équipes édito pour mieux raconter l'histoire et la rendre gamifier l'histoire autour de la bouffe. Donc créer du storytelling autour de l'aubergine, ça va être ok, quel est le chef qui fait des trucs cool autour de l'aubergine. Mazia, où est-ce qu'on va le faire, où est-ce qu'on va faire ça, peut-être je sais pas, sur un quai de bière, et de quelle est la mécanique de l'épreuve qui pourrait être marrante. Ok, combien d'aubergines, est-ce qu'il y a différentes variétés d'aubergines et tout. Donc en gros, je me suis retrouvé en France, c'est moins sexy, on appelle ça coordinateur artistique ou voire DA, mais en gros j'ai une semaine de pige. On m'a dit on pige pendant une semaine. Finalement, je suis resté 5 ans pour la marque. Ah ouais. Et en fait, tu créais tout l'univers des épreuves, quoi. Ouais, c'est ça. Et sur MasterChef, c'était presque un taf à plein temps toute l'année, puisque j'étais parmi les premiers à être embauché avec le producteur et la directrice de programme Angélique Sansonetti à l'époque. Et en fait, on allait vendre, on construisait les enjeux de saison. Tu vois, il y a 10 émissions et on collait des post-it. Ok, ça c'est l'émission des bases. Départ à l'international, ça c'est l'émission comme ce qui se fait au Top Chef, tu vois, il y a toujours un enjeu par épisode. Et en fait, on construisait le truc, ensuite on allait vendre à TF1, à la tour, quoi, et on se prenait des claques, on rédigeait, on revenait. J'ai fait beaucoup de rendez-vous avec MasterChef, on partait beaucoup à l'étranger à l'époque, donc j'ai fait beaucoup de rendez-vous dans des ambassades. Génial. Ouais, génial. Parce qu'en plus, MasterChef, ça a duré combien de temps? Ça n'a pas duré 5 ans en France? 5 saisons, et ouais, c'est le seul pays, la France est le seul pays dans le monde dans lequel ça n'a pas tenu. Et je pense que c'est assez symptomatique de notre vision de la bouffe. Ah ouais? Bah, tel côté pro Top Chef, qui est un peu notre vision, un peu élitiste. On préfère être vraiment impressionné par l'élite et par tu vois, ça fait du bien à l'ego. Très snob. Très snob français, versus MasterChef qui a un peu un truc de reconversion. C'est l'ancien gros qui se met à la cuisine, c'est la bimbo, c'est le truc. Et ça pourrait revenir en fait. Ah non, mais ils ont essayé, non, l'année dernière. J'ai bossé dessus, mais c'était pas bien du tout. Et non, et en fait, c'est que TF1 n'a jamais vraiment joué le jeu de l'amateur à fond, quoi, tu vois. Ce qui est sexy aux États-Unis, non seulement c'est Gordon Ramsay, mais c'est aussi parce qu'en vrai, c'est des vraies histoires qui sont plutôt bien racontées, un peu à l'américaine, avec l'art du divertissement qu'on connaît des Américains, en France, TF1 a toujours voulu des espèces de trucs de ventre mou, de l'amateur un peu qui savait quand même très bien cuisiner. Donc en fait, on se retrouvait face à des espèces de trucs un peu relous. Néanmoins, à produire, c'était cool parce qu'on faisait des émissions, des épreuves de fou, à cuisiner devant le Taj Mahal. Il y avait des moyens. C'est incroyable. Mais non, mais c'était des moyens de dingue et tout était financé. Quand on se déplaçait, tout était financé par le pays, quoi. Oh là là. Mais je me dis, en concours amateur, le meilleur pâtissier, pour le coup, ça a marché en France. Ouais, mais c'était mieux. En vrai, ça a été mieux amené. Mieux amené, tu vois, quitte à assumer le fait que le décorum, on était quand même coûté du fric et que il fallait pas trop se concentrer là-dessus, il fallait plus se concentrer sur un casting bien pensé, mais de base l'univers pâtissier est vachement plus coloré, et s'y prête vachement plus, et t'as quand même des persos un peu plus marrants en pâtisserie, et donc ils ont fait ça sous cette tente, ils sont concentrés sur 2 incarnants qui sont iconiques, c'est clair. Et visuellement la pâtisserie quand même, c'est un format aussi qui marche très bien, ils ont racheté un format qui était très cool. Franchement c'est bien. MasterChef ça a été un peu envoyé à la casse, même si c'était génial, il y avait un plateau dingue, on a fait des épreuves, je sais pas, j'ai dû penser plus d'une centaine d'épreuves, quoi, avec des Pierre Hermé, Yves-Marie Bourdenec, Mazia, Passéda, on faisait passer des castings de chefs. C'était assez cool. Des castings de chefs, carrément. Vous avez fait passer un casting à Mazia? Mazia, et du coup, qui n'a pas été pris à l'époque, quoi. Mais non, mais pour faire partie du monde du jury. On testait des... Et il n'a pas été pris pourquoi? Parce qu'il était un peu trop jeune à l'époque, et puis on avait des rabanels, des gars on testait des combos. On a même fait venir Dominique Rennes des États-Unis. On l'a testé à l'époque, mais elle était trop rock'n'roll, je pense, à l'époque, pour TF1. Mais non. Si, et je te parle de ça il y a très longtemps. On a fait des combinaisons pas possibles, et pour finalement, à l'époque, c'était cette année-là particulière, on a fait venir plein de monde, on a fini sur Gilles Goujon, Yannick Delpech, Christian Etchebest et Amandine Chéniaud, je crois. Ah ouais. Tu vois,
Ah, s'il y avait Etchebest. Christian. Ouais, Christian. Voilà. C'était l'histoire de sa vie. Mais néanmoins, super gars, et j'ai adoré. Et ouais, on partait. C'était incroyable. Rien que il fallait qu'on fasse un reveal exceptionnel à chaque fois. Tu sais, il fallait un reveal de couleurs pour annoncer l'équipe gagnante. On a fait des trucs, je me rappelle à Quiberon, où en fait, au loin, donc c'était une épreuve autour des poissons, etc. Et en fait, moi je coordonnais des gars au Tokiwoki, j'avais des mecs qui faisaient de la voile, et chacun avait comment on appelle ça, un foc, non, un foil ou je sais plus quoi, bref, la petite voile qui est devant le... Ouais, le foil, je crois. Le foil, wow. Le foil d'une couleur bien particulière qui était celle des gagnants, tu vois, donc tu en avais un qui était bleu, un qui était vert. Et au moment de l'annonce c'était Sandrine Ketty à l'époque qui annonçait le truc. Moi, je le savais que c'était machin. Je devais coordonner. Bateau rouge, dévoile le foil, quoi. Et c'était toute une histoire de coordination avec des équipes réelles. C'était assez incroyable. C'est génial. C'était génial. C'était marrant, curieux, pas mal de moyens. Donc, c'était dans les bonnes conditions. C'était marrant. Néanmoins, tu avais un deal historique, je crois, plus ou moins, sur le fait que Shine vendait The Voice et Masterchef à TF1 en même temps, et que TF1 devait acheter les deux en même temps. Voilà, sauf que ça emmerdait à moitié TF1 d'acheter Masterchef, parce que ça les faisait pas triper. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment joué le jeu. Et qu'en fait, l'émission a un peu foiré et a un peu été tuée, puisqu'elle a été programmée à un moment donné un été, donc en fait les audiences sont plongées, c'est comme ça qu'ils ont fait disparaître la marque. C'est dingue. Alors que la marque internationalement c'est la première marque avec le plus gros IP, et voilà. Et donc derrière, j'ai été rapidement identifié comme cette espèce d'expert télé, bouffe. C'est trop bien. Et j'ai été appelé par... j'ai fait un peu de développement, j'ai fait des trucs un peu marrants, j'ai participé à une émission qui s'appelait... pas Ratatouille, mais Rémi, je crois. Rémi, ouais, qui était tiré de Ratatouille, et on a organisé j'ai participé au concours de la plus grosse ratatouille, record du monde, la plus grosse ratatouille, 742 kilos, et T'as mangé les 742 kilos? Ouais, j'ai organisé le truc, c'était des familles qui faisaient ça, c'était plein de travail, c'était toute une rigueur. Moi, j'ai fait des trucs assez marrants dans tout ça. Et après, j'ai travaillé pour Top Chef et Objectif Top Chef, où je suis devenu rapidement... leurs conseils sur pas mal de points, tendance, nouveau chef, donc ça c'est le travail en pré-saison pardon, où je les conseille un peu sur quels sont les trucs à suivre, même s'ils sont très bons là-dessus, mais je complète un peu leur boulot, et parfois je pourrais t'amener à leur proposer des mécaniques d'épreuves et tout, c'est assez rigolo, et ce que j'ai fait aussi beaucoup pour Objectif Top Chef, donc la version amateur. Et il y a une deuxième partie qui me fait rigoler, c'est que je suis goûteur pour eux. Donc c'est des 1000 et quelques candidats de début de saison, qui présentent leur dossier, aux 60 à 80 derniers qui sont présentés à Médéric, le lycée hôtelier à Paris. On est associé avec Christophe Raoux, le meilleur ouvrier de France, qui est un mec super, un chef absolument incroyable, hyper inspirant. On goûte les plats, et aussi je fais donc chaque candidat vient d'une présenter son plat signature, et la deuxième épreuve c'est un plat surprise, donc c'est un panier donc que je compose, et en gros sur ces deux épreuves on est censé reconnaître un petit peu, déceler un peu les potentiels. Ouais, et c'est vrai que Top Chef communique pas du tout sur comment ils sont sélectionnés. Non, ils sont assez discrets là-dessus. Il y a quelques journalistes qui viennent tous les ans, le Parisien, qui viennent un peu regarder, observer. J'ai mon goûter aussi. Non, ils sont là juste ils regardent un peu, ils sont un peu étonnés, ils viennent regarder comment ça se passe, pour éteindre aussi peut-être parce que c'est vraiment sérieux, quoi. C'est vraiment le concours, hein. On est là, on a une grille de notation. Et puis derrière ouais, les 15 qu'on sélectionne, nous, sont des gars qui sont objectivement ceux qui sont mieux notés. Quand je dis gars, évidemment meuf, c'est assez incroyable. Donc moi, ça me permet de voir des espèces de tendances tous les ans. Ouais, c'est clair. Hein. T'as l'année du miso blanc, t'as l'année du Minchotan. T'as eu l'année du sucre tiré, tu sais. Ouais. Ils étaient tous comme ça, là. C'était marrant. Et est-ce que tu décelais souvent ceux qui allaient gagner ou qui allaient loin? J'ai toujours ma petite enveloppe que je ferme en disant top 3, et je me trompe rarement. Ah ouais. Notamment, c'est aussi bien le caractère que juste le talent ou le travail, ou... Ouais, moi je suis plus... il me sollicite plus pour le côté... le côté technique chez Desley,
Je sais goûter, ça, il n'y a aucun souci, mais ça, c'est plus le taf du chef, à la limite, qui va te dire si la cuisson du rouget est parfaite. Moi, je vais plus être là pour profiler, pour voir un peu l'harmonie du chef, voir d'une s'il est aligné avec ce qu'il propose, et si ça a un potentiel émotionnel, tu vois. Ouais. Ça peut toucher les gens. Vous leur parlez un peu ou c'est juste de la déguste? Non, c'est ils sont vraiment dans les conditions du réel. Donc en fait, il y a un top épreuve et on passe, on fait des passages jury. Donc on est là. Salut Jérôme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je pars sur un macro. Voilà, donc on les fait réagir. Le mec il sue. Moi je serai à leur place, je serai décomposé. J'aurai la pâteuse. Et donc en fait, déjà, tu as un aperçu sur leurs plats les plus sereins, c'est-à-dire le plat signature, que j'appelle signature, mais ils n'aiment pas que j'appelle signature, leur plat choisi. Ouais. C'est un peu en terrain conquis ce qu'ils sont capables de faire, déjà, qu'ils ont répété 1 milliard de fois, voir comment ils se débrouillent. Il y en a déjà à ce stade-là qui explose en plein vol. Et deuxième épreuve, c'est vraiment panier signature, donc effectivement avec la sardine qui vient de chez Métro, qui n'est pas celle de chez Maison 3 Gros, mais déjà tu vois un peu les gars qui acceptent de la contrainte, c'est-à-dire de travailler avec des produits du quotidien et pas forcément les meilleurs. Et après, ça révèle des potentiels créatifs incroyables. Moi, c'est cette deuxième épreuve qui m'importe le plus. La première, je m'éclate, je mange du riz de veau, des homards. Ouais. Oh là là. T'as des mecs qui viennent une année qui présentent des pigeons en 4 services. L'année d'après, ils ont senti que le vent tournait, que c'était plus végétarien, ils viennent présenter une betterave. Tu sais, c'est... Et la deuxième épreuve, en revanche, là, c'est... donc, tu as eu l'année de la... Donc, tu as un panier de 20 ingrédients, dont un qui est imposé. Donc, tu as eu la tomate, tu as eu la pomme de terre, tu as eu l'œuf, tu as eu l'artichaut, etc. Et t'en goûtes combien, là, qui font ce panier? Non, mais je prends 7 kilos tous les ans, moi. Non, mais c'est l'enfer. Mais non. Ah, si, en Parce plus, qu'il y a combien d'assiettes, là, à ce moment-là, à peu trop. près? Il y en a trop. Non, mais en vrai, je dis 60. En plus, parfois, ils sont plus, 120, tu vois. Donc, Et dans la même journée, tu les goûtes? Non, c'est sur 5-6 jours. Entre juin et septembre. Non, c'est beaucoup. Hein. Et Christophe, c'est un bon bouffeur. Moi, je le suis. J'ai pas de degré de satiété. Impossible pour moi. Je peux manger très fort. Et donc, ouais, mais moi, je peux pas résister. T'as une cuisson de bichotan dans une feuille de figuier avec une huile. Tu finis les assiettes? Franchement, mais on est vraiment deux à les finir, quoi. Vraiment, c'est trop bon. C'est trop bon, vraiment. Donc, non, il y a des talents indéniables. Franchement, il y a plein de choses à dire sur Top Chef, mais là-dessus, moi, je suis toujours absolument impressionné par le travail manuel et j'ai toujours autant de plaisir à voir des gens travailler. La gestuelle, ça m'impressionne vraiment. Donc ouais, Top Chef, c'est à la fois ma meilleure pub. J'en ai conscience, hein, tu sais, on est venu me chercher parce que... Et ça dure, j'imagine, parce que ça marche. Hein, j'ai une bonne analyse et que... Si vraiment vous voulez avoir d'autres profils, oui, ils pourraient, tu vois, mais je suis pas sûr qu'ils seraient meilleurs que moi, loin de là. Ça, j'ai assez conscience de ma plus-value sur Top Chef, à ce niveau-là, dans l'ombre, et ça me va. Néanmoins, on a un peu notre part de responsabilité sur les 15 qu'on propulse auprès de l'autre jury face caméra. Et en général, c'est qu'ils sont armés. En général, on sent qu'ils sont armés. Il y a des jolies cuisines qui sortent. On pense à Cachot, on passe à même tellement de profils que j'ai goûté qui étaient incroyables. Cette année, là, il va en avoir des super. Il y en a un qui me touche vraiment. Non, ça va être super. Mais donc voilà. Et après Top Chef, effectivement, j'ai fait des périodes. J'ai travaillé. J'ai senti que sur la télé, il y avait. Ce que j'aimais moins sur la télé, c'était le doigt levé, dire ouais, on va faire comme ça parce que je suis allé manger à Bangkok la semaine dernière. C'était super. On a qu'à faire une épreuve autour de la coriandre. J'aimais pas ce côté, tout dépendait en général d'une seule personne, tu vois, mais qui doit exister dans le cinéma, qui doit exister sur plein de trucs. Et c'est bien de faire confiance à l'intuition, mais je manquais d'approche scientifique. Je suis allé voir un peu dans le web ce qui se passait. J'ai vu qu'à ce moment-là, il y avait TestMade et Testy qui éclataient. Voilà. Je devais bosser pour TestMade, j'avais les contrats américains pour développer le bureau français. Et finalement, je suis allé chez Chef Club, là, c'est Startup Nation. Là. C'était tout nouveau à ce moment-là? Ah bah, ils étaient deux, les deux frères, plus 2 motion designers. Et ils étaient en chaussettes chez eux. Et leur volonté, c'était de faire des recettes food porn sur les réseaux sociaux. Ouais, c'était un peu leur volonté. Je savais pas trop pourquoi j'y étais. Au début, j'ai été, je peux le dire, hein, je pense que mais j'étais payé en rétroprojecteur et enfin j'y allais vraiment au début. Entrepreneuriat. Ouais, je venais sur place pour voir comment
on s'était dit ça, on se connaît pas, on a un feat. Il me disait t'es l'antithèse de ce qu'on est. C'est 3 frères, hein, c'est des mecs un peu des geekos, un peu entrepreneurs, très attachants, mais un peu l'antithèse de ce que je suis. Mais malgré tout, on s'est toujours hyper rapprochés. On était assez proches avec le temps. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça, un peu naïvement. Qu'est-ce que je fais? Et donc, on a commencé à faire ces vidéos-là. Et rapidement, c'est devenu, 3 ans plus tard, il y avait 60 personnes. On était dans des gros bureaux avec des studios. Tu avais 6 studios d'enregistrement de vidéos. Moi, j'avais 10 DA à gérer, 15 chefs. Ouais, c'est dingue. Comment ça se fait que ça ait aussi bien marché? Méthode web. Donc je suis arrivé en disant je suis sûr que ça va marcher, et je suis reparti en disant j'avais raison. Ouais, et on m'a surtout appris à dire à plus jamais dire ça, et entre je suis sûr et que ça va marcher, il y a 1 milliard d'étapes qui sont dans le web, l'A/B testing, chercher de la data avant de faire une recette. Être sûr qu'il y a une autre recette qui a été faite un peu du même genre ailleurs et qui a marché d'abord. C'est-à-dire que donc j'étais directeur créatif là-bas, et je gérais un peu des équipes de DA, de chefs et de cadreurs. Et en gros, l'idée, c'était de créer des bangers, des contenus qui marchent très fort, suivant une recette bien particulière qui était celle des frères Lang. De chefs, oui, qui étaient mes chefs. Et en gros, j'ai toujours dit une chose, c'est que pour créer un bon contenu, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un subtil mélange de 3 cibles qu'il faut toucher. C'est les doers, les socializers et les doers, les socializers et les watchers. Et les watchers, c'est ceux qui regardent. Quand je prends l'exemple de ces vidéos qu'on a tous connues à l'époque, c'est ceux qui regardent un peu sur leur toilette, qui assument pas trop et qui représentent quand même la masse des gens qui regardent ce genre de vidéos, qui sont pas très fiers, mais qui sont là, qui font fonctionner un peu l'algo, quoi, tu vois. Ouais, et ils watch, mais en se cachant. Ouais, ils watch en soi, genre, leur DARPA fait « tu l'as vu toi aussi? Ouais, tu l'as vu? Ouais, vachement bien quand même. » Et c'est un peu nous, je pense, et où tu vois des gens un peu dans le style, et t'as les socializers, c'est ceux qui utilisent, à l'époque beaucoup Facebook, Instagram, qui utilisent la vidéo comme moyen de communiquer. Donc c'est des gens qui vont taguer d'autres, etc. Ouais, ou partager. Donc pour eux, il faut qu'il y ait quelque chose un peu de provoque dans la vidéo. Il faut qu'il y ait un truc un peu étonnant, vraiment. Donc il faut que ça soit tous les astuces do it yourself, notamment à l'époque, genre si on mettait un peu de vin dans une recette, fallait qu'il y ait cette phase où on prenne une Stan Smith et qu'on la tape contre le mur, contre la bouteille, tous ces trucs là. Ouais. Sortir un CO4 de couleur en tant que poche à douille, enfin en tant que douille pour faire une MacGyver. Voilà, t'as vu ce qu'ils ont fait, bon, et donc ça fait réagir. Et après les doers, en fait, c'est ceux qui te rapportent du chiffre d'affaires. Donc il fallait, c'est bien beau de faire des recettes au début. On faisait des vidéos qui faisaient des millions de vues, mais ça rapportait pas d'argent parce que d'une Facebook, la rémunération n'existait pas. À part se taper dans la main en disant putain c'est génial, on fait des millions de vues tous les mois. Ouais, parce que du coup c'était quoi le business model initial? Il y a eu quelque chose au début on croyait que c'était le brand content, hein, comme beaucoup, mais en fait, c'est chronophage, c'est un directeur commercial qui coûte de l'argent, c'est Tabasco qui veut absolument que que ça soit en packshot et qu'on le voit bien pendant 3 secondes, mais sauf que si tu fais ça, les gens se barrent. Ouais. Donc on avait non mais ça, tu vois. C'est et en vrai, nous, dès le début, le parti pris, c'est qu'on mettait nativement, de manière très organique, des marques dans nos vidéos, parce que c'était comme ça, quoi. C'est comme ça que tu fais à la maison, et qu'en fait, après, quand on faisait du brand content, dès qu'on mettait d'un seul coup Tabasco, les gens accrochaient quand même, parce que c'était quelque chose de naturel dans nos vidéos, donc les gens ne décrochaient pas. Tandis que Démotivateur, 750 grammes, etc., qu'ils faisaient à l'époque, dès que tu avais une vidéo brandée, tu le voyais tout de suite. Parce qu'à côté de ça, quand ils faisaient des vidéos qui n'étaient pas brandées, c'était qu'ils enlevaient toutes les étiquettes, ils remettaient ça dans les petits pots, etc. Et donc ça c'était plutôt bien trouvé de la part de Chef Club. Et la deuxième chose, c'est qu'on testait notre contenu, quoi, avant de le publier. Donc la fréquence de publication était moins importante, et on produisait quelque chose comme 100 contenus par mois, mais on n'en diffusait que 30, quoi. Ah ouais, que les meilleurs, quoi. Que les meilleurs d'après nos tests. Ouais. Et donc ce qui fait que très rapidement nos vidéos ont atteint les ça allait très fort, quoi. On avait des vidéos, j'ai une vidéo de tartine un peu poilane là, on notait le centre là,
On remettait de l'œuf dedans avec le poivron, tu vois. Je vois très bien. Tu vois, tu te souviens très bien. Mais oui. Et ça, c'est... En vrai de vrai, je vais te dire, parce que j'étais là, c'était mon équipe qui avait trouvé ça. C'était un truc, on était très bon pour aller choper des micro-tendances. En gros, on était très bon pour aller voir des contenus qui surperformaient, même si, qui étaient invisibles parce qu'ils avaient des communautés. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le mec sur Facebook qui avait 300 fans et qui faisait genre 1200 vues, ce qui est ridicule. Normalement, et en fait, il surperformait relativement, quoi. Donc en fait, on savait identifier ces trucs-là et souvent on les prenait, on observait, on disait qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour l'améliorer, mais en gardant l'essentiel, et on publiait ça. Et ça, je pense qu'on était le choper en Turquie, un truc comme ça. Et la raison, et en fait, ça a fait 300 millions de vues. En fait, au bout d'une heure, on voyait que, eu égard au nombre de vues et la manière dont ça voyageait dans le monde, on savait que ça allait péter. Et ce truc a été ahurissant, quoi. Ça a été, les gens sont devenus fous avec cette recette, quoi. Ils étaient malades. Et en plus de quoi, c'était des ingrédients qui sont présents dans toutes les cultures. Tu as du pain, du poivron, c'est assez neutre, de l'œuf. Tu vois, il y avait rien de. Ah, si, tu as du jambon, mais bon, à la limite, tu peux remplacer par du poulet, etc. Incroyable. Et donc on a fait des trucs abominables, genre moi la recette que j'ai poussée, parce que sur Dear Set, en fait, on avait toujours, je dirais, 9 qui sont des copies adaptations de ce qu'on a vu et qui ont déjà marché à côté. Tout le monde se piquait les idées, les refaisait à sa manière. Et t'avais toujours une idée un peu originale qui passait. Et ça, c'était un peu genre... c'était marrant parce que les frères Lang disaient... ils croyaient jamais en ça. Une idée originale, il y a peu de chances que ça passe les tests. Mais moi, j'ai inventé un truc, un jour qui était marrant, qui a vachement voyagé. C'était le kebab dans ton four, là. Tu sais, où j'ai appris une base d'oignons coupée en deux, avec des pics. Franchement, de quoi je parle, quoi. Franchement, s'il y a des clients qui veulent travailler avec moi et qui voient ce podcast, ils vont se dire, putain, et en fait, tu t'embrochais le poulet, et en fait, ça, c'est un kebab maison, et en fait, ça avait cartonné. Tu mettais les frites à la base et t'envoyais ça au four. Comment t'avais eu cette idée? Je sais pas. Franchement, non, je sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore l'Instagram le plus curieux d'Instagram monde, quoi. C'est-à-dire que mon algorithme, il me propose des trucs de bouffe que... Ouais, c'est dingue. Hein. Incroyable. Parce qu'il faut aller les chercher et les trouver. Ouais, il faut aller les chercher. Après, on avait des outils qui nous permettaient d'aller chercher une méthode. On travaillait avec Pinterest. On arrivait à faire remonter le nombre de repins d'images assez facilement. Donc, on savait ce qui marchait. Et après, c'était typiquement, je sais pas, Beyoncé, t'avais une image de Beyoncé qui avait cartonné la veille, qui était avec un Starbucks licorne à la main, plus un truc de friture qui avait marché à côté et un troisième, je sais pas, un do-it-yourself qui nous paraissait intéressant. T'avais quand même de la création derrière, de la réflexion, et on réussissait à créer un espèce de... Comme quand tu construis un film, j'imagine. En fait, ça suivait des règles assez précises. Et quand on arrive en tournage, après, encore faut-il, tu vois, t'avais un chef et un DA, donc il y avait aussi une manière de filmer, de monter. Très fluide, donc il n'y avait pas un moment où tu avais des pixels morts ou tout était enchaîné. Donc pour que tu avais Berkeley, l'université américaine, qui avait sorti une étude sur le rapport très proche qu'il y avait entre attention à ce que je vais dire, les vidéos porno et les vidéos food porn. Ah ouais. Qui avaient plus ou moins les mêmes règles, style, tu vois, les catégories a priori très populaires sur ces sites-là, c'est amateur. Et donc, ça rejoint un peu cette qualité dégueulasse de vidéos, un peu crafty, avec des images entre nous. Ah, c'est dingue. Ouais, avec une lumière qui te rappelle une lumière dégueulasse, avec le papier pas moche. Et tout était vraiment régi par des règles. Alors, quand tu venais chez Chef Club, ça n'avait pas de gueule. C'était des salles de tournage qui étaient tout sauf de la LED. C'était de la mandarine de chantier avec un iPhone 6S, alors qu'il y avait déjà l'iPhone 10 à l'époque qui était sorti. Des trépieds de perche à selfie. On montait, Jonathan, parfois il montait sur Première, mais à l'arrache. Et plus c'était fait de manière organique, naturelle, mieux ça marchait. Ouais, c'est dingue. Hein. Ah, c'est marrant. Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle ça le food porn ? Ouais, je pense en partie. C'est dingue. Hein. En tout cas, j'aime à penser que oui. Et donc j'ai enchaîné ces deux expériences très télé, très normées, très visuelles, très incarnées aussi par à la fois un dire de prod, un producteur artistique, à une sorte de neutralité dans le web où c'est la data qui dicte la créativité. Et donc je suis sorti un peu de ça, avec un peu chamboulé, en me disant ok, alors ça n'a pas aidé à mon
une sorte de syndrome d'imposteur dans le sens où... c'est vrai que ça faisait un moment qu'on en avait pas parlé. Non, mais c'est que je m'impose jamais. J'ai jamais trop dit que c'était des idées qui allaient marcher. J'ai des intuitions et j'y crois un petit peu. Mais j'ai toujours un principe de prudence qui me fait croire que... attendons de voir, tu vois. Je suis pas sûr que ton aspic, là, avec ton œuf mollet à l'ail noir, il marche. Hein. Ça doit être une super idée, mais c'est une idée qui te plaît à toi. Je suis pas sûr que ça plaise à la majorité de tes consommateurs. Donc en gros, je suis sorti un peu ok, avec mon humilité qui est un peu redescendue, même si j'ai toujours été plutôt ok là-dessus. Et dernier pendant de ma carrière, qui va un peu dans le sens de la curiosité, c'est que je suis allé voir du côté des Dark Kitchen, qui est un peu la... qui est un peu le grand méchant loup. Ouais, qui était vachement décrié, et je suis pas pourfendeur de ce truc-là, mais... Moi, je pars du principe qu'il faut toujours essayer de comprendre le truc avant de le tailler, tu vois. Je pense qu'il est assez franco-français de tirer à vue directe, tu vois, sur le truc avant d'essayer de... Parce que derrière ces business-là, il y a quand même des gens qui travaillent, tu vois. Je veux dire, tout n'est pas bien fait, tu vois, même en restauration traditionnelle, il y a plein de choses à redire et tout. Et les Dark Kitchen, ça a été vraiment... vilipendé, quoi. C'était assez terrible. Et c'est eux qui t'ont approché ou c'est toi qui allais les voir? Non, c'est toujours l'histoire de rencontre d'hommes. Et tu vois, j'avais rencontré, pour le coup, Dark Kitchen. Il s'appelait Dark Kitchen à l'époque, qui est devenu Devor. C'était des Jean Valfort et Charles Drouot, qui sont des gars que... C'est une histoire de rencontre, on a vachement fité. Des gens qui ont des restaurants, hein, c'est un groupe de restauration au premier lieu. Ils sont à Nice là maintenant, ils se développent vachement à Nice, mais à l'époque ils avaient plein de restaurants dans le passage des Panorama, Aster, Zola, ils avaient plein de trucs. Donc des vrais restaurateurs, des vrais opérationnels. Charles, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, un mec avec une rare intelligence opérationnelle et autres d'ailleurs, mais Jean aussi, un mec qui a des visions et tout, c'est assez marrant. Mais et donc du coup pendant le Covid, tout le monde a dû se réinventer. Et moi je voulais essayer de comprendre comment tout ça marchait. Je suis pas allé là-bas nécessairement pour le fric ou quoi, tu vois. Quitte à vendre mon âme au diable, je serais peut-être allé ailleurs. Il y avait du fric? Ouais, non. Alors dans le modèle, en fait, personne n'a jamais réussi à faire du fric. Ouais. Mais après, moi, j'étais employé, donc je gagnais ma vie, tu vois. Mais j'essayais de comprendre un peu comment tout ça pouvait fonctionner, et peut-être en mieux. Et j'y suis allé 2 mois, j'ai créé plein de marques. J'ai créé plein de marques diverses et variées, de smash burger, donc je suis assez expert là-dessus. J'ai mis au point plein de process, toute cette logique-là hyper inspirée de ce qu'a fait de bien McDonald's, Burger King aussi, qui répond aujourd'hui à une réalité, c'est que plus personne veut travailler en restauration, pas grand monde, et qu'il faut bien en partie aider ce monde-là avec des process, et en l'occurrence très visuel, et aussi un peu de techno là-dedans. Donc en fait, j'ai appris à connaître tout ce truc-là, travailler avec les fournisseurs, savoir comment... j'ai beaucoup participé à l'époque effectivement à comment pouvait rester croustillante une frite. Est-ce que c'est le packaging qu'il fallait trouver? Est-ce que c'est la frite qu'il faut modifier? Est-ce que c'est la pomme de terre? Ouais, c'est de la R&D là. Ouais, la R&D. J'ai été beaucoup avec McCain pour essayer de... Bref, très marrant. Et après, j'ai bossé rapidement pour une autre marque du type. Et en fait, ça m'a un peu dégoûté. Parce que je voyais bien que c'était insoluble. La réalité, c'est que les Dark Kitchen, c'est... Outre les conditions de travail, oui, il y a tout à redire, mais tout peut être structuré, tout peut être amélioré, tout peut être... je pense que faut pas sacrifier des hommes pour ça, mais je pense que voilà, moi j'ai toujours tendance à croire qu'il faut un peu insister pour essayer d'améliorer le système et ne pas nécessairement dire non pour dire non, tu vois. Je dis pas que je suis pas défenseur des Dark Kitchen, mais en tout cas je trouvais ça intéressant d'y aller, de comprendre, et en tous les cas je suis parti parce que je me suis rendu compte que la consommation, et ça m'a vachement aidé sur ma compréhension de la restauration, c'est que notamment ces marques 100% digitales qui naissent dans des Dark Kitchen, elles ne marchent pas parce que les gens n'ont pas ont besoin d'une expérience physique dans un premier temps. Exemple, Bouillon Pigalle marche très bien en livraison, parce que t'as goûté à cette expérience quand même plutôt cool de Bouillon Pigalle, qui a un vrai il y a déjà cette caution, exercice de style incroyable. Et que tu as envie de potentiellement prolonger chez toi, parce qu'en plus tu fais confiance. En revanche, la marque, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Pasta Pasto Pasti, qui a été créée avec un univers de marque très financé par des graphistes, etc., avec des packshots de photos très... En fait,
la réalité, c'est que les gens qui consomment ça, c'est les probophiles, c'est les gens qui vont sur les plateformes et qui peu importe ce qu'ils vont commander, eux, ce qu'ils recherchent, c'est la promo. C'est du buy one, get one. Des promophiles, c'est ça? Ouais, c'est promophiles. Je savais pas qu'on les appelait comme ça. Et que le seul moyen de remonter, sans mettre de la pub, c'est de faire de la vente. Et la vente, elle se fait par la promo. Et qu'en gros, que ça soit une pizza, des pâtes ou un wok, les mecs, ils achètent là où il y a la promo. C'est pas des gens qui aiment vraiment la bouffe, quoi. C'est pas des gens qui reviennent. Ouais, c'est se nourrir. Et donc, en fait, quand tu te rends compte que c'est compliqué de fidéliser qualitativement et de ramener cet univers un peu foodie sur les plateformes, moi, ça m'a un peu usé. Comme de la même manière que chez Chef Club, je suis parti parce que ça se transformait dans un modèle qui m'intéressait moins. Je dis pas que c'est moins bien, mais modèle de licence. On parlait moins de bouffe, tout. Je suis parti un peu. Sans que ce soit raisonnable, parce que j'aurais dû rester pour sans doute toucher mes BSPCE ou mes parts. J'aurais pu attendre un peu plus, mais c'est le choix de la passion, de la raison. Le choix de la passion l'emporte sur la raison souvent. Ouais. C'est ça, mais t'as toujours suivi ton cœur, en fait. Ouais. T'as jamais eu peur quand tu changeais de taf ou quand t'en quittais un Non, mais bizarrement non. Parce que ouais, c'est le cœur qui parle, en fait. Et je me protégeais de plus en plus. Et quand je sens que je suis en danger ou que ça me rend triste, depuis je suis un peu accompagné par ma femme qui m'alerte là-dessus. Là, je me sens un peu moins inspiré par ce que tu fais. Avant, je le faisais plutôt. Mais j'ai toujours été un espèce d'aventurier, de l'expérience, de la curiosité, d'essayer d'aller comprendre tout. Ouais. Ce qui fait de moi que je suis un profil assez. Je suis un peu d'un orchestre. Mais je comprends pas mal de choses. J'ai une connaissance assez versatile du monde de la bouffe. Et ce qui fait que je peux arriver facilement à naviguer de la plonge aux appels d'offres. Ouais, c'est dingue. C'est rare. Ouais. Après, on m'a toujours dit expert de tout, expert de rien. Mais j'ai tendance à croire que dans la bouffe, qui sont des milieux d'ultra-expertise, c'est important le dialogue avec les gens à qui tu t'adresses, et que si tu arrives tout en restant la même personne, à pouvoir bien discuter avec un plongeur comme avec un investisseur, je trouve que c'est une vraie force, quoi. Donc je pense que j'ai toujours été un bon attelage pour des marques. J'ai toujours été très loyal, très impliqué, je dirais jamais trop de mal de marques pour qui j'ai bossé, même si parfois ça s'est mal passé. Mais ce qui m'a poussé derrière quand même à vouloir capitaliser sur ma petite personne, quoique j'ai appelé ma marque Ventre, je me suis caché derrière mon ventre. Mais tu l'as créé quand, ça, du coup, après les Dark Kitchen? Post-Covid, ouais. Pour facturer. Au début, mon premier client, c'était la télé. Toujours Top Chef? Ouais, Top Chef, Top Chef en démol, sur les Masterchef, et puis quelques missions aussi diverses et variées, tu vois, quand il y a des petits projets bouffe, télé, j'aimerais bien faire un petit noche. Souvent on m'appelle. Il y a un Vincent Mélin qui est un autre personnage assez intéressant, qui fait pas mal, qui gravite beaucoup sur les univers de télé, de cinéma. Ah, ça m'intéresse. Qui est un ancien. Tu te rappelles le film de Spielberg sur le cuisinier pakistanais qui était... Ah oui, Les Saveurs du Palais. Saveurs du Palais, ouais. Bah, lui, notamment, il s'est retrouvé à être conseiller culinaire de ce film-là. Hyper intéressant, ultra intéressant. Donc, t'as pas bossé sur Dodin Bouffant? Non. Ils ont pris gagnère, bon. Ouais. Mais en vrai, ils ont besoin quand même de ce qu'on appelle la régie cuisine en général, et d'inspiration, même les tournages de séries un peu... Oui, ici tout commence et tout. Ouais, vraiment. Moi, je connais des personnes qui ont fait des consultings et tout, c'est marrant. J'aurais été dans le sud, je pense qu'à ce moment-là, je l'aurais fait. Mais non, trop drôle, toi. Cette manière de... on m'a toujours dit que de toute façon, je finirais dans l'éducation, parce que j'aime bien transmettre là-dessus, et ça me fait du bien, je pense. Plutôt que de garder les choses, tu vois, à un moment donné, il y a tellement de choses qui parcourent ma tête, moi, que j'ai besoin de les divulguer. Et donc, ouais, Ventre est né avec 3 petites verticales, ventre, bidou, bedaine. Tellement chaud. Ouais. Et la DA est tellement mignonne. Ouais, c'est François Pellan qui est pour moi un mec qui a un dessin de dingue, mais qui lui, aujourd'hui, il est menuisier. Ah ouais? Ouais. Il fait partie de la même génération que les Jean Julien, c'est des mecs qui il a un peu pas le même style, mais c'est ce même talent.
Et François, lui, il est dans le fin fond de la Bretagne maintenant, et parfois, donc je reste peut-être son unique client encore en dessin, et c'est un bon pote, c'est un mec que j'estime beaucoup, grande gentillesse, et ouais, c'est lui on a beaucoup échangé sur ce logo, et je voulais un logo qui exprime quelque chose, qui soit personnifié, mais sans voir ma gueule, parce que voilà, ça m'intéresse pas. Donc on voit ton ventre. Et on voit mon ventre. On voit mon ventre, et on dit souvent que le ventre est le deuxième cerveau, ce que je pense réellement, et que ouais, c'est ça, c'est 200 millions de neurones dans le ventre. Moi, j'ai rarement mal à la tête, j'ai mal au ventre. Bien sûr. Voilà. Exactement pareil. Ouais, tu vois. Donc voilà, j'ai créé Ventre pour comme un studio d'influence dans la bouffe. Donc je m'adresse autant aux marques qu'aux chefs. J'ai été agent de chef, j'ai été agent d'Adrien Cachot pendant un petit moment. J'ai bossé pour effectivement tant un conseil de chef que conseil de marque dans l'alimentaire pour redéfinir leur stratégie de positionnement et stratégie d'influence de manière générale. Donc mon influence, c'est tant effectivement une carte que la manière de se comporter en cuisine, la manière de former ses équipes. Donc j'accompagne pas mal de marques dans une thématique qui me tient à cœur, qui est un peu une thématique un peu populaire. Donc moi, je suis assez fasciné par l'aspect populaire de la bouffe. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai un client que j'adore, et qui est du camping, mais haut de gamme, l'hôtellerie de plein air. Et le défi est génial, c'est de redéfinir qu'est-ce que serait le restaurant de camping, quoi. Ouais, c'est super intéressant. En gardant les codes historiques liés à tout ça, quoi. Ouais. En imaginant du Bosc, effectivement, à cette nouvelle frange de la population qui a un peu de fric, mais qui a envie de goûter au camping dans ce qui peut être un peu sexy, comme la sécurité, ces paysages incroyables, l'art de se rassembler aussi. Ouais, parce la que nature. La nature, la frontière ultra fine entre un Lily of the Valley et un camping voisin, quoi. Tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de groupes d'hôtellerie qui se lancent dans le camping. Ouais, carrément. Mais eux, c'est intéressant parce que c'est des gens qui font ça depuis 60 ans à Saint-Tropez. Et en fait, ils ont une vraie expertise du divertissement, de l'hôtellerie, du mobilo, mais en revanche moins côté restauration. Et je les aide là-dessus, et ça me fascine. Parce que c'est j'ai beaucoup bouffé Paris, j'ai beaucoup été dans ces milieux-là sans être trop dedans pour me préserver un petit peu. Mais en vrai, Paris, c'est super intéressant, mais c'est pas le centre du monde, et il se passe vachement de trucs ailleurs. Et encore plus sur les plages, quoi. Dans les campings, c'est ultra intéressant. Moi, je peux rester, quand j'étais gamin, je pouvais rester 1 heure sur un banc à regarder des gens dans les parcs, tu vois. Ouais. Incroyable. Et ça, c'est pareil dans les campings. Je te jure, avec le camping, c'est le feu, quoi. Entre le mec qui va assumer se balader en moule bite, ultra à l'aise dans tout le camping. Et ça, en général, c'est ceux qui vont consommer dans les lieux historiques du camping, où il y a la scène, où ça fait du concert, etc. Miss Camping et tout. Voilà, c'est là, il est là, il est vachement heureux. Le nouveau consommateur, lui, va plus aller sur les concepts un peu fooding, sur la plage qui vient de sortir, un peu à l'écart, en disant c'est quand même mieux, c'est comme un peu notre type de vacances et tout. Et l'idée, c'est que ce point de rencontre a lieu à un moment donné pendant le séjour, et que le mec qui est le nouveau consommateur début de séjour, qui a un peu honte, qui est sur le côté, c'est le premier à être sur la piste de danse. Et ça, c'est génial. J'adore ça. Et donc sur la bouffe, il y a cette rencontre qui doit avoir lieu, et c'est ce que je suis en train d'essayer de codifier, quoi. Ah, c'est canon. Ça, ouais, et un peu de montagne aussi dans le délire. Alors c'est un peu plus élitiste, la montagne, mais il y a des thématiques qui sont intéressantes, comme créer la première marque de coffee shop montagnarde, ça n'existe pas vraiment. Ouais, c'est clair. Avec tout On aura du matcha latte sur le Mont Blanc. Du blueberry latte. Grave. Tu vois, cranberry latte et tout. Le oubé latte. Oubé latte, la poudre d'oxalis. En fait, il y a des trucs. Non, j'ai commencé. Marrant. Franchement, la thématique est marrante. Donc voilà mon histoire. Et du coup, t'es parti vivre dans le sud. Je suis parti vivre à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles. Sympa comme tout. Et on est là-bas depuis 3 ans avec ma fille Max et ma compagne Marie-Claire, et on est trop heureux là-bas. On est trop heureux parce qu'à la fois, moi, symboliquement, donc j'ai grandi à Limoges, effectivement, et symboliquement, c'est un truc absolument fabuleux de reconnecter avec la terre, et je crois que j'ai recréé un
schéma de mon adolescence, de mon enfance, que je veux appliquer à ma fille, qu'elle grandisse dans un lieu un peu plus sécurisant, à la campagne, comme je l'ai fait. Et en fait, force est de constater que ça marche bien. Alors, elle avait un accent du Sud. Hein. Nous, on est arrivé avec, je suis arrivé avec la voiture 75 et tout. Premier croisement et le premier regard vers la plaque, j'ai changé par 13. J'ai toujours mon amour du PSG, mais je le garde pour moi. Et ouais, c'est marrant parce que on a retrouvé plein de clichés, mais une espèce de quiétude qui fait du bien, ouais. Mais je reste vachement en contact avec Paris, mais ça me fait du bien, à petite dose, quoi. Ouais. Parce que plus on vieillit, plus on est sauvage, je pense. Ouais, bien sûr. Je pense que je sais pas comment je serais devenu en restant à Paris. Ouais, mais t'as trouvé ton équilibre. Ouais. Mais... Et est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire dans les 10 ans à venir ? Est-ce que tu as des objectifs ou des rêves ? Ouais, tu sais, je suis en train de... Moi, je pense donc à la mutation du métier. Je pense que les chefs ont moins en moins envie de travailler dans des cuisines 5 sur 7. Je pense que c'est un métier très dur et je pense qu'il y a une vraie mutation du métier. J'aimerais bien... Il y a un souhait qui serait d'essayer de bosser sur le restaurant de manière générale et sur la redéfinition des fiches de poste. Et parce que je crois que j'ai un peu bossé en montagne pour des marques un peu très divertissantes comme la Folie Douce et ces métiers de saisonnier, j'y crois un peu. Comme mon stage de mise à niveau l'été, c'est que je pense que le métier du futur, il doit être hyper polyvalent. Et j'aimerais beaucoup... si j'avais un rêve, ce serait d'avoir une école de cuisine. Ah, génial. Une école de cuisine, non, d'ailleurs, une école de... appelons-le, je sais pas, dessinons ensemble, mais une école ventre, tu vois, qui serait un peu tous les métiers de service, que ce soit cuisine à la salle. Une école de mise à niveau. Ouais, et puis en vrai, tu vois, moi, mon rêve, c'est de créer des espèces d'intermittents du spectacle de la restauration. C'est que je pense qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un avec de l'éloquence pour présenter un plat. Et inversement, je pense que cette personne, pour pas mourir, devrait passer par tous les métiers du restaurant pour s'éclater, quoi. Ouais, donc je crois en l'ultra polyvalence dans le restaurant pour maintenir les âmes, les motiver, les incentiver. Et j'adorerais toucher pour avoir repassé le CAP cuisine il y a 2 ans par curiosité. Franchement, ce programme, il est plus possible, quoi, tu vois. Ah non, mais avec des recettes archaïques. Mais en plus, toi qui es dans la transmission, l'école, effectivement, ce serait parfait, en fait. J'adorais. Et puis, ce serait une petite revanche, alors que pourtant, je t'ai dit que j'avais pas aimé l'école, quoi. Donc, oui, mais t'as adoré la partie remise à niveau. Ouais. Ouais, donc il y a peut-être j'ai peut-être envie d'écrire les règles moi-même, tu vois, mes propres règles de la formation. Ça serait un vrai truc que j'aimerais mettre en place. Là, je me vois bien arriver... alors non, peut-être pas l'image du proviseur du lycée qui arrive en Mercedes et qui a son bureau tout en haut, mais un vrai... mais il y a pas mal d'initiatives qui sont vachement bien. La Source... tous ces l'école comestible. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est une manière, c'est un mindset, c'est une manière de voir la... Non, mais de toute façon, c'est nécessaire de faire quelque chose. En ce moment, on le voit, c'est la pénurie pour trouver justement des personnes en salle, en cuisine. Mutation des métiers, le chef n'est plus chef à résidence, le chef est libre, les métiers de chef privé, comment accompagner ces gens-là qui veulent... Pour moi, je le vois dans Top Chef l'année dernière, je dis à la production depuis des années, vous allez voir, là, il va y avoir plus en plus de chefs dits à domicile, privés, et ça n'a pas manqué. La moitié des candidats qui sont présentés étaient chefs à domicile, chefs privés. Ouais. Cette année-là ? Ouais. Incroyable. Ouais, ils sont... Et est-ce qu'ils ont un projet d'ouvrir un resto ou pas du tout ? Non, parce qu'en fait, le truc que je peux dire, et c'est ce truc sur lequel je suis en train de bosser, c'est que quand t'es chef privé, c'est génial, tu fais à bouffer pour 12 personnes, t'as le temps de soigner chaque assiette, t'as une promiscuité avec le client final qui est assez unique. En revanche, ce qu'ils disent tous, c'est qu'il leur manque l'esprit brigade, la connexion avec les autres, la curiosité de voir l'autre, tu traites le pigeon comme ça, toi, ok, la cuisson du poireau, hyper intéressant, comme ça, ce challenge qui leur manque vraiment, quoi. Et donc rapidement, ces chefs-là, ils sentent le besoin de s'updater parce qu'ils travaillent toujours avec les mêmes assiettes Bernardo, toujours le même dressage, et qu'à un moment donné, ils font toujours le même pressé d'agneau parce que c'est une recette qui marche et tout. Il leur manque ça, quoi. Et donc en fait, il y a moi je crois vraiment dans cette espèce de
d'entre-deux ok, bah, une bonne partie de l'année, sois chef à privé, ça te fait marrer, et le reste du temps, si tu as besoin de te remettre à niveau et te retrouver dans un collectif, bah, va bosser peut-être à Noma, va bosser enfin Noma non, mais va bosser au fin fond de la Bretagne. Si ton idée de la restauration, c'est de t'améliorer sur le turbo, je te conseille d'aller chez machin. Et en fait, voilà, je pense que la restauration de demain et le métier de chef ou même de salle, j'ai la même vision par rapport à ça, doit être morcelé en fait, un peu dans l'espace plutôt que attaché à un seul endroit, parce que ça ne marche pas, je pense. Encore moins pour les générations dites alpha, là, les tout nouveaux, qui, oui, sont très zappeurs et ont besoin d'être opérationnels très rapidement, manager différemment et puis, ouais, incentiver, quoi, tu vois, motiver par différemment. C'est clair. Voilà. Non, mais il faut changer quelque chose, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu as des regrets dans ce que tu as fait ou pas fait pendant ton parcours ? Non, les seuls regrets que je peux évoquer, mais je dirais que c'est des choses qui m'ont fait grandir, tu vois, c'est de me laisser dévorer par certains caractères qui marchent moins bien avec moi. Et t'as appris de ça ? Maintenant, t'arrives à ne plus Ouais, j'ai appris de ça. Je me protège plus maintenant, que ce soit contractuellement ou... Mais j'ai tendance à... Les gens comprennent bien que, tu vois, je peux pas lâcher de l'info gratuitement, mais je suis tellement passionné par... j'ai tellement de conviction, d'intuition, que je peux rapidement... tu vois, d'un simple coup de fil... beaucoup me diraient... Enfin, beaucoup m'ont déjà dit, mais tu devrais facturer, là, ton coup de fil. Je suis pas avocat non plus, tu vois, mais en tous les cas, je sais que ça a pu me bouffer une ou deux fois avec des profils pervers narcissiques, je pense, ou manipulateurs. Tu vois, ça existe pas mal dans ces métiers-là. Donc ça, mais je dirais pas que c'est un regret, parce qu'au contraire, ça m'a aidé à mieux... Oui, c'est ce qui fait que maintenant, t'es préparé, quoi. Ah, je suis préparé, mais j'en fais une force, tu vois. Je sais bien que ce côté peut-être émotif sur plein de choses... il faut que je le transforme en force, tu vois, plutôt que d'en parler comme un défaut systématiquement. Mais c'est vrai que tu en as pas mal parlé là. Est-ce que maintenant tu l'acceptes ? Ouais, je l'accepte, j'en fais une force. Je sais que, en fait, le premier satisfait, c'est quand j'ai une intuition et quand je fais une analyse, c'est moi-même. Donc c'est déjà bien, tu vois. C'est de me dire, putain, t'as été bon là, putain, c'est excellent là. Et après, bon, le communiquer, et ça, je le fais très bien quand je fais des rapports d'étonnement. Où est-ce que j'ai goûté, où est-ce que je pense. Donc il y a des moments d'ultra-émulation créative et je serai jamais un consultant McKinsey ou tu vois. Ça, j'ai une certaine admiration pour eux, surtout qu'ils ont besoin de moi pour faire certains trucs et inversement. Mais c'est pas ma vibe, tu vois. C'est clair. Ça m'intéresse pas. Mon cerveau, de toute façon, a décidé de mettre un énorme mur pour ne pas me laisser regarder tout ça. Je pense que j'ai quand même, dans mes études, j'ai une licence d'économie et de comptabilité, mais ça ne m'intéresse tellement pas, quoi. Ouais. Et pourtant, je pense que je suis capé intellectuellement pour y aller, mais vraiment, j'ai choisi de ne pas y aller. Parce que l'émulation se passe dans l'humain, dans le social, dans l'interaction, même si parfois je peux être un peu... je peux être totalement une autre personne quand je suis avec des personnes à qui je le sens vraiment pas. Tu ressens les énergies. Non, mais tu vois, les espèces de mécaniques là où tu as l'impression que ton corps lâche là, parce que trop de pression là, émotionnelle, parce que tu te rends compte que tu es submergé par des gens qui te ressemblent pas ou que tu ne sens pas en fait. Ça m'arrive 1000 fois ça. Mais ça, j'ai appris à me dire, ok, ça veut dire qu'il va pas, quoi. Ouais. Avant, je pouvais être attiré. Écouter ton intuition et tout. Avant, je pouvais être attiré, plus par un désir de pas les décevoir. Ok, il faut que je me rattrape auprès de ces gens-là. Ouais. Non, ces gens-là. Ou de challenge limite. Quoi. Ouais. Donc là, j'y vais pas et c'est souvent les bons choix. Et puis voilà. Et après le reste, tout ce que je ressens, tout ce que je fais, tout ce que j'analyse, je le range d'abord dans les. Je ne fais pas tout bien, mais j'ai conscience de mes qualités, de mes défauts et de tout ça, quoi. Donc, est-ce que tu as toujours le syndrome de l'imposteur ? Mais putain, t'as même pas idée à quel point j'écoute un nombre de podcasts sur ça, quoi. D'une, parce que c'est assez chelou, parce que première lecture, c'est que ça m'intéresse, en fait. Je trouve ça touchant que d'autres personnes aient ça. Et deuxièmement, parce que je suppose que je l'ai aussi. Donc c'est un truc Inception, quoi. C'est genre, tu sais, c'est le chat avec la tartine, là, le truc infernal, tu sais, c'est jamais, ça tourne en rond, quoi. Et ouais, je pense que je l'ai encore, ouais.
Je pense que je l'ai encore, mais c'est juste une histoire de rebranding. Il faudrait l'appeler autrement, ce truc-là. C'est dingue. Parce que qu'est-ce qu'il te faudrait, en fait, pour ne plus te sentir comme ça? Non, ouais, tu vois, c'est... alors, je pense que j'ai déjà eu plein d'accomplissements, tu vois, des pleines pages dans Le Monde, sur ma gueule, etc. Je pense que... Mais même, tu sais, même ça, je suis en plein dedans, tu vois, même ça, j'ai du mal à le communiquer. Ouais. Tu vois, mais c'est ouf, hein, on est en plein dedans, tu vois. Mais c'est un truc de, je sais pas. Alors, ce dont j'aurais besoin, est-ce que ça me changerait littéralement? Je pense que oui, parce que toi, t'as fait un travail là-dessus, et je pense que visiblement, ça a marché, et je le constate, puisqu'on s'était pas vu depuis un petit moment, et ouais, c'est assez impressionnant. C'est bon pour l'estime de soi. Ouais, clairement. Non, mais tu vois, comment l'outrepasser, ce truc-là, je sais pas, en vrai. Je sais pas, on pourrait peut-être... on en parle. Tu me diras combien tu factures. mais non, après, ouais, c'est une gêne, c'est un truc... Après, je trouve ça gênant parfois, parce que dans les relations sociales, ça peut être un peu particulier, même avec mes très bons potes qui sont dans mon cœur et tout, ils sont un peu loin de moi, et parfois ils me demandent un peu plus d'être présent. Et tu sais, c'est aussi ça me dérange quand ça va dans ces zones-là où j'ai l'impression de pas être assez présent pour eux. Et pour autant, ils ont appris à... C'est d'être pas assez, en fait, quoi. Ouais, de pas être parce assez, que du coup, peut-être, en fait, je vis très bien de mon côté, dans mes propres trucs, etc. Et j'aime pas trop décevoir les gens. Tu sais, il y a un truc qui est assez dingue, c'est que, en fait, moi, j'ai une passion à l'intérieur de moi, c'est que j'aime bien regarder les gens manger. Il y en a beaucoup qui détestent en plus, surtout les écouter. Ah non, c'est horrible. Et du coup, j'aime pas quand les gens mangent la bouche ouverte, et ça me rend ouf, mais je suis ultra... En fait, je m'en fous quand c'est un inconnu total. Ça me fait marrer, je suis limite fasciné. Je fais, oh putain, c'est ouf, il mange la bouche, petit fil du bruit, etc. En revanche, je suis assez intransigeant avec mes très proches. Oh là là. Mais en plus, on a déjeuné ensemble juste avant. J'ai pas vu, t'as regardé. Tu manges très bien. Mais je peux te dire, j'ai les très très proches, des gens avec qui font partie d'après moi de mon petit cercle, etc. Putain, je suis infernal. Je suis infernal. J'ai les ongles, le truc, le machin, et peut-être aussi avec cette espèce d'hyper sensorialité, ça me tu sais, genre tu mets la musique trop forte, les trucs, machin, ça me tend. Et en fait, je suis assez intransigeant avec mes très proches. C'est un truc un peu dérangeant, je pense, pour les proches, mais ils ont appris à me connaître. En revanche, plus les gens que je n'aime pas, plus tu feras de la merde, et plus moins tu te comporteras bien à table, plus ça me fera plaisir, quoi. Il y a un truc très chelou là-dessus. Ouais, c'est marrant. Hein. Oui, t'es intransigeant avec... Ouais, mais... T'as des attentes... Ah, mais on en parlera peut-être pour un deuxième épisode. J'ai quelques bouquins à te conseiller. Ouais, j'en ai acheté pas mal. Mais tu sais, il y a des mecs comme, toi, Maurice Barthélémy. C'est un mec qui est hyper quelque chose, quoi, tu vois. Je sais pas si hyper sensible ou autre. Ça s'est déclaré un peu sur le tard, à 37 balais. Et c'est marrant, il en parle. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours aimé les Robin des Bois, je trouve ça génial et tout. Et c'est marrant, il en parle de manière assez similaire, tu vois, sur des trucs, sur des mécaniques que je retrouve chez lui. Et ouais, mais c'est... Lui, il en rigole, et il a fait ce bouquin il est assez touchant, ce bouquin. Mais tu sens que ce mec-là, il avait... que je lis ça. Ouais, hyper sensible, je crois. Mais... On n'a plus que 5 minutes, mais j'ai 2 questions. Vas-y. Qui peuvent être très courtes. Ou, si tu veux développer, développe. On a vu tout ton parcours, justement, tu as réussi à toujours écouter ton cœur. Ouais. Et c'est finalement plus rare que ce qu'on pense. Et justement, moi, j'ai envie d'inspirer un peu les gens qui écoutent ce podcast à s'écouter, à écouter ce cœur et à y aller. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Waouh, c'est profond comme question. Vous avez 3 heures. Waouh. Non, écouter son cœur, c'est quoi ? C'est le. Après, moi, c'est écouter son cœur, c'est sans s'oublier, c'est écouter le cœur des autres d'abord, tu vois. C'est ma manière de voir les choses, mais c'est l'anticipation, c'est cette intelligence sociale, c'est que de pas idée à quel point couper la parole de quelqu'un d'autre peut faire mal, en fait, et qu'en fait, il faut de la prévenance, et pour prévenir des choses, il faut ralentir. Il faut prendre le temps de faire les choses, tu vois. Et je suis le premier à dire ça, mais je suis la personne qui mange le plus rapidement possible, mais ça, c'est limite autre chose. Mais en fait, pour prévenir et pour s'occuper des autres, il faut prendre le temps. Moi, je le vois en tant que papa, c'est prendre le temps de lire une histoire le soir. Je le vois dans la cuisine, évidemment.
c'est ressortez vos cocottes minutes, même si ça fait accélérer le temps, c'est quand même c'est l'art de ralentir en accélérant. Ouais. Tu vois, donc c'est accepter le flou de la vie qui fait que oui, on sera sous pression, et spécialement en ce moment avec ces crises internationales, mais trouver cette lenteur, elle est quelque part cette lenteur. Et cette lenteur, pour moi, c'est l'écoute des autres, quoi. C'est avoir conscience de qui on est en face de l'un de l'autre, quoi. Et pour moi, c'est soit savoir s'entourer des bonnes personnes, soit si tu n'as pas trop le choix, déjà faire un peu d'éducation aux autres qui se comportent mal et leur faire comprendre que à leur tour qu'il faut ralentir et qu'il faut être doux, quoi. C'est paradoxal, je parle très vite, je mâche mes mots, je m'écoute parler, etc. Mais ça, c'est mon vrai travail. Et je me rends compte que je me dis souvent ce truc de dire putain, mais c'est fou, pourquoi les gens sont pas plus gentils, quoi. Mais tu sais, c'est genre un Mickey, quoi. Je me dis putain, c'est dingue, quoi. Franchement, arrêtons, quoi. Alors, je ne parle même pas des conflits. Ce serait trop facile de dire tenez-vous la main. Non, mais je suis aligné, donc. Tu vois, je regardais un reportage hier sur Rabin et sur les conflits, etc. Je me suis dit, ah, putain, c'est fou ces histoires. Et je ne veux pas être aussi simpliste que ça. Mais en tous les cas, sur la vie de tous les jours, sur les petites choses du quotidien, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça, on le voit sur les cultures internationales. Hein. Revenant un petit peu de l'étranger à Bangkok, quel plaisir, le pays du sourire. Mais c'est pour ça que je vais là-bas naturellement et que j'emmène ma fille là-bas. C'est que un sourire, ça fait du bien. Donc prendre soin de l'autre, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est l'écoute, d'après moi, qui est le plus important. Et la différence entre entendre et écouter, quoi. Ok. Ça, donc c'est le cœur des autres qu'il faut écouter, tu vois. Ça relève beaucoup de choses sur ton syndrome de l'imposteur. Je vais te conseiller un livre, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah ouais, ok. Tu verras. Ce qui renie pas du tout, justement, l'écoute aux autres et tout ça, mais qui parle beaucoup du fait que tout commence par soi. Okay. Et à partir du moment où tu as l'estime de toi et que tu es bien avec toi, tu es bien avec les autres. Mais ça n'enlève pas le conseil qui, effectivement, pour moi aussi, vivre en harmonie avec les autres. Ouais, c'est l'harmonie. C'est ce truc-là ce dont on a parlé avant le podcast, c'est que c'est l'histoire de la musique, en fait. Et des gens comme nous, là, tu vois, être plus, quand on écoute une musique, moi je suis plus obsédé par l'harmonie de la musique que par les paroles. Et je sais que ça a été l'histoire de ma mère, de mon père, c'est de toujours faire en sorte que les gens s'entendent bien, de jouer sur cette harmonie. Même quand tu cuisines, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est que ma plus grande force, c'est pas si tu veux manger le meilleur Idvo, va chez Donkel, je pense, ou chez Le Quélec, j'en sais rien. Béatrice Gonzalez aussi. Gonzalez, évidemment, être trop forte. Et en revanche, peut-être que tu as plus passé un meilleur moment chez moi parce que je vais faire en sorte de te faire une expérience harmonieuse, quoi. Tout sera juste, voilà. Et que finalement, en vrai, entre nous, il y a rien de meilleur qu'un bon tartare de bœuf avec des frites, ou alors, attends, on va partir une enchoyade de légumes avec un houmous à dipper. Non mais voilà, des choses. Le tartare de bœuf, ça me va. Ouais. Non mais tu vois, c'est les choses. Putain, le plaisir des choses simples, quoi. Ouais, mais c'est clair. La simplicité. Et du bon produit, quoi, de base. Trouver ce terme insupportable en cuisine, mais qui est quand même. C'est la simplexité. Ce truc-là, tu sais. Mais c'est dur de trouver le simple, quoi, tu vois. Et donc, des mecs comme Gagnère, qui ont plutôt été bons là-dessus, excellents, et que quand tu les écoutes, quand tu les vois cuisiner, c'est. On fait que de la cuisine, hein, on se calme. Et les plus beaux plaisirs sont les plaisirs les plus simples, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, ça, on s'est un peu compliqué la vie. On se complique un peu la vie. Hein. Puis c'est un peu franco-français, je pense, mais voilà. Les plaisirs de la vie simple et lente. J'aurais une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais s'il y avait à côté de toi aujourd'hui le petit Baptiste de 10 ans ? Ah ouais, j'en étais sûr. Je suis beaucoup... tu sais, je regarde beaucoup... ça me fait penser aussi à... style de question qui peut être posé dans l'émission de France 2 avec... Frédéric Lopez ? Non, les autistes. Ça aurait été... Non, mais oui. Ah, j'adore le papotin. Ouais, les papotins. J'adore. Ah, ça, c'est... par procuration, je chie à la place de l'un invité, mais qu'est-ce que je dirais ? Ouais, je dirais sois fort un peu, tu vois, accroche-toi.
Tu vois, naturellement, je pense aux morts des plus proches. Tu vois, je dis, ton père va mourir un peu profite de lui, profite de la famille, profite de tes proches. Et puis essayer de réfléchir au fait, un peu de savoir pourquoi t'es allé à la bouffe, quoi. Vas-y, essaie de mieux comprendre un peu ce truc-là, pourquoi tu vas dans la bouffe, quoi. Tous tes rapports à l'intestin, à la digestion, à ton rapport aux autres. Et prépare-toi à ça, parce que prends du Gaviscon, parce que ça va faire mal. Tu vas l'angoisser, le petit Baptiste, là. Non, vas-y. Non, mais carrément. Et puis, anticipe un peu, prends tes places pour le PSG tous les ans, parce que ça part vite. Non, mais carrément, non, attends, il est parfait, ce petit Baptiste. Il a une gueule d'amour, il a une petite coupe au bol, il a une petite carie, là, il aurait dû aller chez le dentiste, là. Il n'y est pas allé, là, ce qui fait qu'il a les dents un peu traviole. Mais non, il va bien s'en sortir, tu vois. Il est heureux, en tout cas. Franchement, il a une fille, il aime sa femme, franchement, il est aux as, quoi. Franchement, c'est le feu. Et j'ai confiance en lui. Donc, qu'il y aille, qu'il se protège. Et puis, tu vois, et puis, yallah, quoi. Génial. Merci, Baptiste. Merci. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.